Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Vous savez, la santé mentale, c'est un sujet qui est encore un peu tabou, puis c'est important d'en parler plus. C'est pour ça que Case Me s'est associé avec une artiste montréalaise qui est aussi doctorante en psycho pour faire 3 étuis, dans le fond, où est-ce que, en lien avec la santé mentale, puis sur chaque étui qui est vendu, il y a 5$ qui sont remises à l'Association canadienne de la santé mentale. Donc, c'est le temps de commencer à en parler, puis c'est le temps d'encourager la cause. En plus, les étuis sont magnifiques. Donc, dès le 8 juillet, vous allez avoir accès à ces étuis-là. On a un nouveau code promo pour vous qui est le Sans Filtre 20. Donc, assurez-vous d'utiliser le bon code promo. Assurez-vous aussi d'utiliser notre code promo pour montrer à Case Me que c'est nous qui vous envoie. Sinon, Dom, cette semaine, on a le grand plaisir de recevoir un professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, François-Xavier Lacasse, est aussi consultant dans l'industrie pharmaceutique. On a parlé de médicaments, on a parlé bien sûr de vaccins, de COVID, essayer de démystifier tout ça, voir c'est quoi les bonnes, les moins bonnes informations entourant la vaccination, entourant la deuxième dose, entourant les effets secondaires, entourant la propagation de ce virus-là. C'était super intéressant, quelqu'un qui connaît son domaine sur le bout de ses doigts. Un grand plaisir de discuter avec lui. Yes, juste avant d'aller à la conversation, on va les remercier nos sponsors. Yeah. Le podcast de cette semaine est présenté encore une fois par Hochelag, le fournisseur officiel de boissons alcoolisées du Studio SF. Fait que nos clients, si vous venez ici, vous louez le studio, on vous offre la Hochelag, que ce soit les bières de micro, que ce soit les spiritueux de distillerie, que ce soit les seltzers qui sont à la mode. Dom, tu t'es découvert une passion pour les seltzers, surtout pour les Hochelag. Moi, là, je suis pas un grand buveur d'alcool, mais les seltzers, là, cet été, moi, c'est ma plus grande passion. Ouais. Il fait chaud ce temps-ci, c'est l'été, on profite, on est dehors. Avec un bon seltzer, là, c'est léger, c'est pas trop sucré, en fait, c'est presque pas sucré, finalement, c'est de l'eau pétillante, alcoolisée, avec un petit fond fruité. C'est vraiment délicieux, ça rafraîchit. Il y a 3 saveurs aussi délicieuses les unes que les autres. Goyave, citron et mangue. C'est vraiment... l'essayer, c'est l'adopter. Tout à fait, l'essayer, c'est l'adopter. Puis ça fait plusieurs fois en plus que je reçois des commentaires par rapport au branding de Schlag. C'est vraiment ça coche, c'est clean, c'est sharp, puis ça a l'air rafraîchissant. Fait qu'on vous invite à aller voir. En plus, by the way, on l'a pas mentionné, mais ils font aussi plusieurs bières. Puis les bières sont faites principalement, dis-je, avec des ingrédients québécois d'ici. Ici, on a une bière, justement, pomme grenade, qui est un petit peu plus sûre, la double IPA, qui est une bière plus forte. C'est des produits magnifiques. Fait que merci à Schlag d'être avec nous depuis si longtemps. Parfait. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Yes. Juste avant qu'on tombe dans le vif du sujet, là, juste pour ceux qui nous écoutent, peux-tu nous expliquer ton parcours? Mon parcours. Moi, je me présente, je m'appelle François-Xavier Lacasse. Je suis professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Je suis un pur produit de l'Université de Montréal, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études à l'Université de Montréal, mes 3 cycles universitaires. Un pur laine, là. Un pur laine, c'est ça. Alors que normalement, tu voyages un peu, c'est-à-dire tu fais exemple ton bac à une place, ta maîtrise à une autre place, ton doctorat à une autre place. Non, moi, j'étais bien sur mon appartement, je suis resté comme 10 ans à la même place. T'étais où? Sur Édouard Montpetit, plutôt Édouard Montparty, comme on disait. Parce que, bon, à l'époque, à l'époque du clandestin, et ainsi de suite. Du Café Campus. Puis c'est ça, fait que j'ai tout fait à l'Université de Montréal. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à enseigner quand j'étais aux études graduées, maîtrise doctorat. Donc, j'enseigne depuis 1994. Okay. Et c'est ça, quand j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé une carrière, moi, je m'en allais en industrie. C'est-à-dire, je travaillais en industrie pharmaceutique, chose que j'ai faite. Que j'ai faite comme en tant qu'employé. Puis ensuite, en 2003, j'ai ouvert ma compagnie incorporée de consultation. Fait que je fais de la consultation en développement de médicaments. Donc, j'aide les compagnies. Je fais plus ou moins la même chose que ce que je faisais quand j'étais employé, sauf que là, je suis consultant. Donc, j'aide des compagnies, généralement ce qu'on appelle les biotech, les compagnies en démarrage, à développer leurs molécules. Exemple, au hasard pour la COVID, au hasard pour autre chose. Donc, c'est ça. Donc, je fais les deux, professeur et
Consultant. En développement de médicaments, c'est ça. OK. Puis quand ces compagnies-là, les compagnies de développement de médicaments, là, c'est quoi la situation au Canada de ça? Il y en a-tu beaucoup? Oui, c'est une excellente question. Le Canada est très, très bien placé au niveau des compagnies. On s'est vraiment spécialisé, puis a fortiori au Québec, à cause des fameux crédits d'impôt. Okay? Il y a beaucoup de crédits d'impôt, donc c'est des avantages fiscaux très intéressants pour les compagnies. On s'est vraiment spécialisé, je dirais, en ce qu'on appelle en développement précoce de médicaments. Donc, vraiment faire de la découverte de molécules et faire ce qu'on appelle les premières études cliniques chez des volontaires sains, exemple. OK? Parce que c'est sûr que les compagnies de biotech, on parle de compagnies maintenant qui sont maintenant virtuelles, de plus en plus. Donc, on ne parle pas de compagnies avec, exemple, 50, 100, 200 personnes. On parle de compagnies où il y a peut-être 2 à 4 personnes au départ. Ah ouais? Oui. Donc, c'est sûr que je parle de développement précoce parce qu'ensuite, quand vous rentrez dans du développement de phase 2, comme on dit, ou de phase 3, exemple, comme il y a pour les vaccins, il faut beaucoup de monde. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait, ces compagnies-là, quand le produit est prometteur en phase 1, les premières études chez des volontaires sains, ils vont faire ce qu'on appelle une licence, ou alors ils vont faire un partenariat avec une plus grosse compagnie. Prenez par exemple justement le vaccin de Pfizer, BioNTech, Pfizer, ou alors exemple Moderna, ou ce qu'on a au Québec, Medicago. Il y a Medicago qui va sortir un vaccin bientôt. Ils sont aussi avec des grosses pharma pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons d'affaires, mais il y a aussi des raisons de gestion de projet. Eux, exemple, Glaxo, c'est des grosses compagnies, ils ont le staff. Faire une étude à 50 000 personnes, ils ne peuvent pas vraiment le faire. Là. Exactement. Ouais. Donc, la biotech va très bien au Canada. Il y a beaucoup d'incubateurs. Montréal, c'est le pipeline. Il y a beaucoup de compagnies même de l'Ouest canadien, Vancouver, qui viennent s'installer au Québec à cause des incitatifs, des crédits d'impôt. Fait que ça va très bien. Très, très bien. Okay. Puis, l'espèce d'idée qu'on a, là, parce que je sais qu'il y a certaines compagnies qui sont allées dans des pays où est-ce que les normes de recherche sont moins strictes. Est-ce que c'est un mythe, ça, ou c'est vrai? Parce que je sais qu'ici, mettons, il y a certaines limites, puis sur, par exemple, les tests sur animaux. Il y a des limites qu'on peut faire, alors que d'autres pays n'ont pas ces normes-là. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai que certaines compagnies biotech se sont mouvées ou ont migré vers des endroits où est-ce que les normes étaient plus flexibles, moins rigides pour être capable d'accélérer le processus? Puis, c'était vrai. Ça l'est probablement toujours. Bon, je dirais qu'où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Mais de moins en moins, dans la mesure où il y a une espèce d'harmonisation mondiale pour la réglementation des études cliniques. Exemple, pour les animaux, on s'est à croire maintenant même que les animaux sont quasiment mieux traités que les humains. Dans les études cliniques dans comme les ça? études cliniques comme ça. Exemple, dans tous les cas, que ce soit des animaux ou des humains, tu dois justifier ton nombre. Tu ne peux pas dire, regarde, je vais prendre 50 000 rats. Il faut que tu dises, je veux tant de rats pour faire tant d'études. Ça passe devant un comité d'éthique pour les animaux. Au Canada, il y a ce qu'on appelle le Canadian Council for Animal Care, qui va vérifier tes protocoles, puis qui va dire, oui, tu as le droit à tant d'animaux ou pas, ou genre, non, refais ça. Puis c'est pas juste le nombre d'animaux, c'est, oui, tu veux faire ça, pourquoi? Est-ce que tu serais obligé de faire tel test, c'est vraiment regarder. Pour amener ça au strict minimum de l'essentiel, mettons. Ben pour amener ça, oui, c'est-à-dire... pas plus que ce qu'on en a nécessairement besoin. Exactement. Ouais. Okay. Puis chez les humains, dans le temps, c'est vrai que la réglementation n'était pas la même. Exemple, je me rappelle dans les années 70, 80, c'était beaucoup le Royaume-Uni. On pouvait aller en clinique très rapidement chez des volontaires sains. Fait que tout le monde allait là. OK? Puis, by the way, il n'y a pas plus de morts, là. Il n'y a pas eu plus de morts, OK? Là. Il n'y avait pas de mutation. Non. Il n'y a personne qui avait des cornes dans le front, là, genre des choses qui leur ont poussé. Là. Non, il n'y avait vraiment pas ça. On y reviendra sur ça. Oui, c'est ça. Mais bon, de plus en plus, il y a une réglementation. Il y a une inflation réglementaire qui est absolument hors norme, qui est très bien d'un point de vue sécurité des animaux, sécurité des volontaires sains. Vous savez, quand on fait des études sur des médicaments, quand on est des volontaires sains, j'ai fait ça moi, pendant 2 ans. C'est peut-être pour ça que je suis rendu comme ça d'ailleurs. Je suis rendu à prendre 7 cafés par jour. C'est ça, exactement. Et donc, il y a une réglementation, il y a une inflation réglementaire qui fait en sorte qu'on augmente vraiment de façon majeure la sécurité des animaux, la sécurité des volontaires, la sécurité des patients. Par contre, ça se reflète aussi en termes sur les prix. Ça se reflète aussi sur d'autres choses, comme exemple, quand il y a des... C'est pour ça, exemple, que les pays du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, vont fabriquer majoritairement. Pourquoi? Parce que les salaires sont moins élevés. Donc, ton coût, à la fin, est moins élevé. Donc, la marge que tu vas faire va quand même être là. Alors que, exemple, c'est un peu comme l'industrie manufacturière au Canada. Maintenant, c'est tout parti. Exemple, les jeans ou n'importe quoi. Moi, je me rappelle dans le temps. Le principe est le même que pour les t-shirts qu'on porte. Là. Exactement. C'est exactement le même. Fait que si tu veux faire un peu de profit, puis encore une fois, comme je vous disais, le Québec étant la province la moins chère pour les médicaments,
ça te donne accès à des médicaments, oui, mais comme tu as une inflation réglementaire qui te demande une augmentation des coûts au niveau de la qualité et de la surveillance, ben à un moment donné, ça va se refléter sur la qualité, tôt ou tard. Ah ouais? Ouais. Cette inflation réglementaire-là, est-ce qu'elle est, selon toi, exagérée ou nécessaire? Oh mon Dieu. Toutes ces réponses. Bien sûr, encore une fois, moi ce que je dis, by the way, ne regarde que moi, OK? Je parle au nom de personne. C'est vraiment mon opinion là-dedans. J'ai écrit un article, d'ailleurs, sur l'inflation réglementaire, où, d'ailleurs, j'ai signé comme professeur à l'université. D'ailleurs, j'ai eu des réponses là-dessus, dans la mesure où l'inflation réglementaire est aussi au niveau politique, est au niveau économique, est au niveau aussi, je dirais, apprentissage. Parce que j'enseigne, moi, le développement du médicament à l'université. Je vois les gens qui font ces réglementations-là. Je leur ai enseigné. Bon, OK, j'ai des tempes grises un peu, mais j'ai juste 51 ans. OK? Fait que c'est des gens qui, attention, très intelligents. La question n'est jamais ça le problème. C'est que quand tu n'as jamais été confronté, exemple, à du hands-on, tu sais, le développement de médicaments, ça implique quoi? Et que tu ne fais qu'appliquer, tu sais, la loi sur les aliments et drogues de façon bête et méchante, et que tu ne l'as pas adapté aux besoins, ben maintenant, c'est rendu comme carrément... ces gens-là, il y a des nouvelles lois réglementaires qui font en sorte que, même au niveau... Ça va même au niveau, exemple, de l'entrepreneurial. Si, exemple, vous avez envie d'ouvrir un laboratoire d'analyse pharmaceutique, là, je pense que, soyons sarcastiques, je pense que vous aurez plus de chances à ouvrir une raffinerie de pétrole. Aujourd'hui, c'est moins réglementé. Malgré l'environnement et tout, là, c'est rendu maintenant. Là. Fait que l'entrepreneurship, tu sais, exemple, une couple de jeunes, des chimistes ou des biochimistes qui disent on va ouvrir une compagnie. Ah ouais. Ils peuvent pas vraiment. Ouais. Il y a dans l'opinion publique, il y a souvent une genre de méfiance envers les compagnies pharmaceutiques, comme de quoi tout à fait. Ils s'en mettent plein les poches, comme de quoi c'est une arnaque, puis tout ça. Ben, pas une arnaque, mais dans le sens que c'est vraiment lucratif. C'est-tu le... Puis qu'il y a aussi dans ce que tu dis là, l'idée que on garde certaines informations pour continuer à vendre des médicaments. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi. L'adage, ce que vous dites, je l'entends. C'est vrai. Par contre, bon, il y a le fait aussi, encore une fois, que c'est de la désinformation, de la mauvaise information. Moi, j'ai travaillé en industrie pharmaceutique. C'est une excellente industrie. Ça reste une industrie qui donne de très bons salaires, qui donne de très bonnes conditions, puis qui, quand même, découvre des médicaments. Bon, les langues sales vont vous dire que les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas vous guérir parce que sinon, elles ne vendront plus de pilules. Fait qu'elles veulent vous laisser sur traitement. OK? Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. À l'heure actuelle, des médicaments qu'on dit curatifs, c'est-à-dire qui te guérissent. Il n'y en a pas des masses. Il y a des antibiotiques quand tu fais une infection. Mais tu sais, exemple, quand tu fais du cholestérol, quand tu fais de l'hypertension, tu prends ça à vie. On a tous, comme je dis à mes étudiants, tu sais, exemple, des grands-parents qui prennent un petit cocktail de personnes âgées, comme on dit, tu sais, hypertension, cholestérol, le cœur. Ça marche très bien. Sauf qu'à un moment donné, c'est sûr que s'ils arrêtent de le prendre, ça va recommencer. Mais l'adage, puis tout le monde pense aussi, mes étudiants, moi, je le vois en début d'année, puis c'est un peu normal. L'image que tu as de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on gagne tout un demi-million, qu'on a toutes des piscines creusées, des hélicoptères, puis des chars la KF, puis tout. C'est pas vrai. Là. C'est pas le cas. J'ai pas dit que c'était une mauvaise industrie. C'est une excellente industrie. Qui est très florissante puis qui embauche bien. Moi, je le vois, on a 0% de chômage à la faculté de pharmacie. Tout le monde se place. Là. Mais il y a un adage aussi. Exemple, je faisais des tests de médicaments, moi, comme volontaire sain. Ces compagnies-là, par la population, on est vraiment vus comme des Frankenstein là, quand il ne se passe rien. Fait imaginez quand il se passe quelque chose puis que ça sort dans les journaux, là, oublie ça. Là, c'est carrément, c'est du Frankenstein. Là. Qu'il se passe quelque chose, exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, il y a deux types de médicaments que tu peux tester. Soit des médicaments génériques. OK, bon, ben là, à ce moment-là, les effets secondaires, exemple, sont connus, parce que c'est des médicaments qui existent déjà, fait que c'est de la copie. Ça, c'est. Fait que généralement, les gens, on en entendra moins parler, puis la population, les volontaires qui font ça, sont pas vraiment inquiétés, parce que, tu sais, exemple, il y a un générique d'aspirine qui sort, tu as déjà pris de l'aspirine. Si tu vas tester du salbutamol, par exemple, au hasard. Au courant que le Ventolin, qu'est-ce qu'il fait, là? Exactement. Mais quand c'est des médicaments nouveaux, innovateurs, phase 1, phase 2, là, ça n'a jamais été testé chez l'humain, ça a été testé chez l'animal avant. Mais attention, les gens ne savent pas vraiment aussi comment ça se passe. Quand tu es volontaire pour une étude comme ça, tu vas venir à la compagnie, on va te faire un speech complet, puis c'est tout écrit, exemple, les effets secondaires qu'il y a eu chez l'animal de A à Z. Et tu vas signer un document comme quoi tu as écouté et tu as lu. À présent, l'animal n'est pas un humain.
Fait que, il peut se passer des choses qu'il y a eu chez l'animal qu'il n'y aura pas chez l'humain et vice-versa. OK? Sauf que tu le fais en connaissance de cause. Ouais. Puis ben là, vous allez me dire, c'est un peu... Si tu n'avais pas ça, il n'y aurait pas de nouveaux médicaments. Fait que c'est un peu... puis on va tester des doses de façon croissante. T'sais, on ne te donne pas tout de suite une dose de cheval, sans jeu de mots. Là, tu vas commencer à des petites doses, tu attends 24 heures, tu regardes comment la cohorte de 10 personnes, exemple, a réagi. Il y a un comité qui se réunit. Bon, il n'y a rien. OK, il y a un vomissement. Est-ce qu'il y a un vomissement? Oui, non, il n'y a rien. Bon, OK, on passe à la deuxième dose. Puis la deuxième dose, c'est pas 10 fois plus. Là. C'est tout déterminé par un comité d'éthique aussi. Là. Avant de faire une étude, là, c'est compliqué. Là. C'est très compliqué. C'est pas genre on s'en va chez l'animal, on a fait l'animal, on s'en va chez l'humain tout de suite. OK, go, go, go. On prend des gens. Les compensations financières qu'il y a, exemple, c'est pas les compagnies qui décident. Il y a un comité d'éthique qui décide. On peut pas dire on n'arrive pas à recruter des gens, on va monter ça de 500$. Ça marche pas comme ça. Là. C'est très compliqué. Là, si tu veux. Si tu n'arrives pas à recruter, on peut essayer d'augmenter la rémunération pour les volontaires. Mais ça se fait pas en disant, tiens, finalement, on met du tape, là, puis on met 1000$ au lieu de 500. Non, non. Il faut proposer, comité d'éthique, est-ce que oui, est-ce que non, c'est quoi le risque, Fait que, encore une fois, c'est de l'information qu'il faut connaître. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce de trou noir quand tu n'as jamais testé un médicament. Ouais. Quand tu dis il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui arrive, ça sort dans les journaux, là, on est perçu comme des Frankenstein, c'est dans des cas extrêmement rares où est-ce qu'il y aurait des effets secondaires graves, par exemple? Moi, je me souviens, par exemple, puis, ou même quand les volontaires n'appliquent pas le règlement qu'on leur a imposé. Je me rappelle quand je travaillais dans les années, milieu des années 2000, exemple, quand on fait une étude, exemple, qui va durer, exemple, je sais pas moi, 3 week-ends. Vous venez 3 week-ends de suite, OK? Vous n'avez pas le droit de voyager entre les deux. Vous signez un document. Il y en a un qui est parti d'intropique, qui est revenu avec la tuberculose. Il a passé la tuberculose à 47 personnes dans la compagnie. Ça te fuck une étude un peu. Ça te fuck tes données. Fait que, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, je suis pas en train de dire que c'est juste de la faute du volontaire. Mais ça, c'est un des cas qui arrive. Mais ça, c'est un dommage collatéral qui est dû au fait que tu as dérogé au règlement aussi en tant que tel. Les effets secondaires, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. C'est un spin de PR de cauchemardesque. Tout à fait. Et la compagnie qui faisait cette étude-là, c'est elle qui a mangé à la claque. Ben oui. Sauf que, quelque part, Santé Canada, quand ils sont venus, parce qu'ils ont réglé ça avec Santé Canada, il y a eu une nouvelle réglementation pour la tuberculose avec des nouveaux tests que tu vas passer à chaque fois pour être sûr que tu ne l'as pas. Fait, c'est un peu comme les guerres, hein? Ou c'est un peu comme exemple, finalement, la COVID. Dans la mesure où il faut des choses un peu, entre guillemets, c'est dommage, catastrophiques pour que les choses se développent, pour que ça aille de plus en plus vite, finalement, puis qu'on arrive avec de plus en plus de réglementation pour la sécurité des gens. Ouais. Puis, mettons qu'on prend le développement d'un vaccin. Là. Prenons les étapes d'un vaccin normal. Comment ça se fait? Parce que j'ai l'impression que dans toute la réticence de certains à se faire vacciner pour la COVID, c'est parce qu'on comprend très mal c'est quoi un vaccin puis en quoi ça consiste. Là, fait que prenons un vaccin normal, puis après ça, comparons-le au vaccin de la COVID dans le processus de développement pour essayer de comprendre toutes les étapes jusqu'à ce que la population générale l'aille dans le bras. Puis, disclaimer, là, que moi, je suis vacciné 2 fois, t'es vacciné 2 fois, Dom, ta deuxième dose s'en vient. Fait qu'on parlons de ça. Allons-y comme ça. J'aime votre question. Ta question, votre question. C'est notre question, dans parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Dans la mesure où il y a une mauvaise information, oui. Si ce n'était que de la mauvaise information parce que les gens ne comprennent pas, ce serait très bien. Le problème aussi, c'est qu'il y a quand même des... C'est quoi le terme? C'est complotiste? Ou comme il y a des gens qui vont dire carrément... Là, on ne rentrera pas dans l'histoire de 5G. Là. Non, mais c'est parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi les gens ne veulent pas se faire vacciner. Une grosse raison aussi, c'est pour ça. Fait que si ce n'était que de la mauvaise compréhension, ce serait le fun, entre guillemets, parce qu'à la limite, on pourrait penser qu'en l'expliquant, peut-être que les gens deviendraient plus enclins à se faire vacciner. Je vais rajouter aussi une parenthèse. Le développement d'un vaccin de façon conventionnelle, même par rapport, par exemple, à un médicament conventionnel, genre pour une maladie, genre hypertension, cholestérol, c'est différent aussi. Bon, en moyenne, pour développer un médicament, il faut à peu près, je dirais, 10 à 12 ans. Ça peut être un peu moins. Ça peut être un peu plus. Mais en moyenne, c'est 10 à 12 ans. Puis, continue. Non, mais la question, ça allait être... Non, parce que ça va être long comme réponse. Mais c'est parfait. Interrompez-moi, au fur et à mesure, ça se répond pas en 5 minutes. Ma question, ça va être, en fait, ce temps-là, il est si long, entre guillemets. C'est-tu les tests qui sont longs? C'est-tu le développement de la molécule? Ou c'est toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Parce qu'au départ, généralement, quand on dit
10 à 12 ans, c'est qu'on part du départ de plusieurs molécules, OK? De plusieurs, on va dire, molécules. Dans ce cas-là, c'est des biologiques. Ce sont des molécules biologiques qui sont différentes du salbutamol, exemple, qui est une molécule chimique de synthèse. OK. Donc, il y en a plusieurs qu'on va tester. Fait que, mettons, juste chimique de synthèse, c'est qu'elle a été créée. Puis biologique, c'est qu'on peut la trouver. Avec des cellules, qu'on les fait avec des cellules. On les reproduit. L'ARN messager, exemple, du vaccin Pfizer qu'on vous injecte, qui code pour la protéine S, la fameuse spicule S. C'est une molécule biologique. Fait que c'est un produit naturel, dans le fond. Ouais. C'est des huiles essentielles. Ça, si vous voulez, on pourrait parler des produits de santé naturelle. Ça aussi, c'est assez intéressant. Parce que l'appellation produits de santé naturelle, il y a beaucoup de gens qui en prennent parce que c'est écrit naturel dessus, alors que ça ne l'est pas du tout. Puis qu'est-ce que ça veut dire, finalement, naturel aussi? Il y a un genre de flou. Exactement. C'est comme le terme bio. C'est quand tu as 10% de bio, c'est bio. Alors que tout le reste est comme... C'est un peu comme le 100% pur bœuf. Ouais. C'est que le milligramme de viande qu'il y a dedans est 100% pur bœuf. Le reste, non. Ouais. C'est un peu comme... OK. Ouais. Je suis en train de travailler justement, parenthèse, sur un supplément pour le sport le sport d'endurance à l'entraînement, dans le fond. Puis là, je suis en train de faire mes demandes de numéro de produits naturels à Santé Canada, mais dans le fond... NPN, dans le fond, faut juste que tu payes selon le... Tu vas avoir ton numéro quand même, il faut juste que tu payes selon le palier naturel que tu es, puis le NPN est le même. Là, exactement. Puis maintenant, ils ont changé. Il faut juste payer pour pouvoir le mettre dans... C'est comme... Exactement, puis ils demandent beaucoup moins d'études pour un produit de santé naturelle que pour un médicament. Et il y a un problème parce que, parenthèse, là, on s'éloigne un peu, en restant dans le champ par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent parce que c'est en vente libre. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples d'interactions avec les médicaments que tu prends pour les personnes âgées. Les médicaments qui ne sont pas en vente libre. Exactement. Les gens qui sont en polymédication, comme je disais tantôt, exemple, je parlais de mon petit cocktail de personnes âgées, ou même des gens qui ont des maladies chroniques. Exemple, tu prends du salbutamol. Est-ce que si tu prends un produit de santé naturelle, il y a une interaction qui va faire en sorte que ça va inhiber ton salbutamol ou l'activer? C'est pas testé, ça. Fait que, le côté naturel, oui, peut-être que la molécule est naturelle. Puis en plus, puis on va fermer la parenthèse. Si tu prends des affaires, vous savez, genre la griffe du chat, la griffe du diable, la griffe du chien. Ah, le Tiger Balm? Ouais, toutes ces affaires-là, comme les produits de santé naturelle, ce sont des extraits qui contiennent des centaines de molécules. Le salbutamol, c'est une molécule, c'est le salbutamol. L'aspirine, c'est de l'aspirine. La vitamine E, exemple, c'est un produit de santé naturelle, c'est de la vitamine E, mais la plupart de ces produits-là sont des extraits. Fait que s'il y a une interaction, c'est quoi qui interagit? C'est-tu une des 40 qu'il y a dedans avec ton produit ou c'est les 40 qu'il y a dedans? Ou c'est, est-ce que ça marche en synergie? Est-ce que oui ou non? À moins de faire un post-doctorat sur chaque produit que tu prends, à moins tu peux pas vraiment le savoir. Là. Exactement. Ou alors à moins de faire des études cliniques d'interaction médicamenteuse, mais qui va payer? Ça coûte cher, ça. Les compagnies pharmaceutiques ne voudront pas le faire, c'est clair. Fait que ça va être des compagnies de produits de santé naturelle. Eux autres, les marges sont quand même assez faibles. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont dans la rue, mais eux, ils font de la vente au volume. Fait que faire une étude randomisée, solide, à double aveugle, comme on dit, pour démontrer qu'il n'y a pas d'interaction. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'ils les vendent quand même. Ils les vendent quand même. Puis, je sais qu'on va de plus en plus en parenthèse. C'est normal, c'est holistique. C'est très holistique. Non, mais c'est normal. Mais pourquoi il n'y a pas les mêmes... Pourquoi c'est pas aussi strict, les réglementations chez les produits naturels? Excellente question. Prenez les cosmétiques. Les cosmétiques, par exemple. Là, il n'y a carrément rien. Puis pourtant, dans les cosmétiques, il y a des produits, des facteurs de croissance. Un facteur de croissance, tu veux rentrer ça en médicament. On parle de quoi quand on parle de facteur de croissance? Des facteurs des produits biologiques qui sont des facteurs de croissance, qui sont extraits, exemple, je sais pas, moi, comme des baleines, exemple. Des graisses de baleines, des choses comme ça. Là. Dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques, il y en a. Pas dans tous, attention, pas dans tous. Mais l'histoire, c'est que ces produits-là, c'est pas compliqué. Les cosmétiques, ils vous le disent, on se base sur la bonne foi des fabricants. OK? Puis, attention, don't make me wrong. Là. Il y a des compagnies cosmétiques qui sont absolument hallucinantes. C'est propre, tu mangeras à terre, il n'y a pas de trouble. Mais les critères de contrôle de la qualité ne sont pas les mêmes. Là, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont bons, pas bons. Ils ne sont pas les mêmes. Je suis content de dire qu'ils ne sont pas les mêmes que pour les produits de santé naturelle, que pour les médicaments. Donc, tu sais, comment ça se fait que tu peux avoir des produits comme ça, exemple, dans du rouge à lèvres? Tu sais, exemple, il y a du téflon, des fois, dans le vernis à ongles. Le téflon, c'est toxique. Fait que les gens qui se rongent les ongles, je sais pas. OK, j'allais me dire, il faudrait qu'ils mangent beaucoup de poils téfales avant de mourir. Là, mais je veux dire, tu peux pas avoir ces produits-là dans des médicaments. Ils mangent littéralement des poils. C'est ça, puis pas mal de poils. Mais tu as des produits dedans que tu n'as pas le droit d'avoir. Fait que pourquoi il y a 2 réglementations ou 3? Je sais pas. Sauf qu'à mon avis, c'est un peu comme n'importe quoi. Il va falloir qu'il y ait vraiment des problèmes pour que la réglementation, encore une fois, augmente. Au Canada, ça a changé quand même. Depuis 2004, il y a une division à Santé Canada, NHPD, Natural Health Product Department. Il y en a une. Avant, il n'y en avait pas. Sauf que tu
tu n'es pas obligé de faire le même nombre de tests, de démontrer les mêmes innocuités, profils de sécurité qu'une molécule qui est destinée à être un médicament. Puis, mettons qu'on veut être l'avocat du diable, puis qu'on dit qu'il y a, mettons, qu'un médicament comme un vaccin, par exemple, pourrait être plus intrusif que, mettons, du vernis à ongles, tu sais. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi il y aurait une différence entre les différents... Oui, aussi, parce qu'exemple, c'est un médicament, tu l'ingères. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, quand tu l'ingères, exemple, par la voie orale, on ne fera pas un cours de bio, mais tu sais, c'est moins dangereux qu'un intraveineux. C'est parce que tu absorbes, mais pas tout, c'est moins direct. Ouais. Mais oui, je pense que c'est pour ça aussi. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi. Mais c'est quand même curieux, tu sais, qu'il y ait chez certaines personnes une plus grande confiance entre les produits dits naturels que les médicaments. Ouais. C'est parce que c'est en vente libre. Quand que c'est moins réglementé, finalement. Pourtant, ici, avec ce qui est en vente libre, on peut se tuer, on est d'accord. Là. Je ne veux pas affoler personne, mais tu comprends, avec ce qui est vendu en vente libre, on peut se tuer. Là. Ouais. Fait que je suis d'accord avec vous, il faudrait que ce soit peut-être un peu plus indiqué, un peu plus documenté. Mais il y a cette idée de produit naturel. Moi, je me rappelle, ma grand-mère m'appelait des fois, parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire que de lire le journal. Puis elle me disait, « Ah, François », puis ma grand-mère prenait un antihypertenseur, un produit cardiaque, elle en prenait 5-6. « Oh, regarde, il y a du St. John Wort, je peux-tu prendre ça? » Parce que tu sais, elle lisait le journal. « Non, grand-maman, prenez pas ça. » Puis moi, je pense que dans les agences réglementaires, pour avoir discuté avec d'anciens collègues qui travaillaient là, ils ont ça d'effets secondaires, d'interaction entre comme ces produits-là et les médicaments, mais c'est pas encore... Ça se sait, mais il n'y a pas encore assez, je pense, d'urgence pour faire ça. Je sais pas. Mais de temps en temps, on voit des tragédies. Là. J'ai vu un article il n'y a pas si longtemps, puis c'est quelqu'un qui avait été reconnu coupable là, parce qu'il avait conseillé à une personne d'arrêter son traitement. Je ne sais pas si c'était d'arrêter la chimio, d'arrêter un traitement X pour sa maladie, puis remplacer ça par tel produit naturel. La personne est morte. Oui. Puis, tu sais, ça peut être tragique, là, finalement. Moi, j'ai des collègues qui faisaient leur doctorat, exemple, puis qui étaient financés par des compagnies qui faisaient de l'homéopathie. Puis on leur a enlevé leur bourse. Parce que, tu sais, ils comparaient justement avec des anticancéreux ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, on leur a enlevé leur bourse. Fait que là, eux autres, mes chums ont payé de leur scolarité, finalement, à cause de ça. L'homéopathie aussi, c'est une autre histoire. Là. Je veux dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il n'y a rien de démontré de façon scientifique. Bon, là, c'est sûr qu'avec ce qu'on voit sur la COVID, les gens vont vous dire, mais regardez, même les études qui sont faites, valent rien, parce que bon, là, il y a beaucoup de politique. Hein. Il y a du tirage de couvertes de chacun de notre bord, et ainsi de suite. Sauf que quand tu vois une étude, exemple, la COVID, qui est faite sur 50 000 patients, comme on disait, ben, tu as quand même 50 000 patients. Tu as un échantillonnage qui est meilleur. Fait que si on revient à la question initiale, au départ, donc, vous avez comme plusieurs molécules qui vont être testées de façon in vitro, c'est-à-dire sur des cellules seulement, avant d'aller chez l'animal. Il y a une espèce d'écrémage qui se fait, il y a une attrition naturelle qui va se faire. Ensuite, on va aller chez des animaux, chez des modèles animaux même qui expriment, des modèles animaux malades. Puis maintenant, là, on est vraiment avancé. On est capable, exemple, d'avoir des souris avec des poumons humains, avec un foie humain. On peut faire carrément mettre des organes, entre guillemets, faire pousser des organes dans les animaux pour avoir vraiment une espèce de... que ça mime le plus possible l'humain. Puis ensuite, bon, ça représente, je dirais... Puis ensuite, on va dire, OK, on en a une, on s'en va chez l'humain. Il y a quelque chose de l'ordre de bioéthique, la bioéthique, beaucoup. Il y a des choses énormément bioéthiques. Ben, il y a eu des problèmes de bioéthique aussi avec la vaccination. On pourra en revenir tantôt, si vous voulez. C'est comme Dolly, exemple, la brebis qui a été clonée. C'est ça. Ouais. De faire, on clone une brebis, puis là, amener... On dit, hey, on va pas aller plus loin. Je pense qu'on vient de dépasser une ligne qu'on veut pas retourner. Là, puis ça, c'est ce qu'on sait. Hein. Ben oui, c'est ça. Mais ça... c'est ce qu'on sait. On va rouvrir une autre parenthèse parce que mettons, le vaccin de la COVID sera notre trame narrative tout au long du podcast. Là. Mais ça, est-ce que toutes les compagnies pharmaceutiques puis les compagnies de biotech sont transparentes? Parce que, mettons... L'impression que moi j'ai, puis c'est une impression très peu éduquée, très mal informée, juste de quelqu'un qui regarde ça un peu de loin, c'est qu'il y a des affaires qui doivent se faire sans tous les procédés éthiques puis ces choses-là. Là. Est-ce que je me trompe? Moi, je pense que
votre question est très bonne. Quand on voit ce qui se passe ensuite, on a juste à lire les journaux, puis on voit, exemple, qu'il y a des choses qui laissent présager éventuellement qu'elles ne le sont pas. Moi, je pense qu'elles ont tout intérêt à l'être. Pour plusieurs raisons. Surtout les petites compagnies en général, parce que généralement, ces petites compagnies-là, d'ailleurs, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. OK? Quand vous êtes dans une grosse compagnie, vous pouvez screener jusqu'à 10 000 molécules par année. Ça se trouve, il n'y en a aucune qui rentre en clinique. Parce que vous avez déjà un portfolio, puis vous en vendez déjà. Mais une biotech a une molécule. Fait que les résultats, il faut qu'ils marchent. C'est une compagnie, dans le fond, on parle de 2, 3, 4 scientifiques dans un labo qui testent une molécule pour essayer. Dans une salle comme ça ici, exemple, qui vont utiliser ce qu'on appelle des compagnies de services, exemple, pour faire leurs tests animaux, pour faire leurs tests cliniques, et ainsi de suite. Puis ensuite, à l'interne, font de la gestion de projet de ça. Mais ils ont une molécule. Donc, les résultats, il faut qu'ils soient bons. Là, je ne suis pas en train de dire qu'ils mentent. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas le luxe de dire « Oh, c'est pas grave, elle ne marche pas, celle-là, on a comme des backups. » Ils n'ont pas ça pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Okay? Alors qu'une grosse compagnie, comme je vous dis, s'ils vont en screener peut-être 10 000 par année, ça ne marche pas. Oui, ils perdent de l'argent, mais ils vendent derrière. Là, ils ont des produits, ils vendent. Ouais. Puis, le taux d'échec d'une compagnie comme ça est élevé. Biotech? Ouais. Parce que la plupart vont essayer de trouver une molécule puis elles ne trouveront jamais. C'est comme les restaurants. Ouais. C'est-à-dire, fait qu'ils ont une durée de vie à peu près 13 mois. 13, quand 14 tu regardes, mois. en général, moi, je dirais 1 sur 10 à 1 sur 50. Ah ouais? Oh oui. Puis pour toutes sortes de raisons. Hein. Des fois, d'ailleurs, c'est dommage parce que... Puis c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à une question comme ça de façon précise, en trouvant une raison. Il y a plusieurs raisons. Il y a des compagnies, exemple, parce que les molécules étaient prometteuses, puis là, bang, on s'en va chez l'animal, puis l'animal va super bien, puis exemple, au bout de 2 mois, il meurt tout. Tu n'as pas vu ça. Tu l'as pas vu avant. Avant, tu as traité un mois, chien, souris, rat, ça allait, pas de trouble, pas de tox. Puis là, genre, à un moment donné, une tox tardive. Paf! Bon. Ou alors, wow, l'animal est super, t'envoies chez l'humain, première administration, les cornes poussent, deviennent, des points roses deviennent jaunes, machin, truc. On n'a jamais vu ça chez l'animal. Fait que ça, c'est inhérent aux molécules. C'est sûr que maintenant, quand on regarde la structure des molécules, un peu leur empreinte, on est capable d'essayer de faire de l'élimination, parce que les molécules, il y a beaucoup de classes de molécules qui se ressemblent. Donc, les effets secondaires aussi sont reliés un peu à la structure. Okay? Donc, on est capable des fois aussi de prédire un peu. Idéalement de prédire. Mais il n'y a aucune boule de cristal. Parce que si on avait une boule de cristal, on ne ferait même pas de recherche. On dirait, regarde, elle ressemble à elle, donc on la met sur le marché là. Ouais. C'est comme les médicaments génériques. S'ils étaient vraiment aussi équivalents que les médicaments innovateurs, on ne ferait pas d'études de bioéquivalence. Puis on les mettrait directement. On ne dépenserait pas des millions de dollars à tester sur Exactement. C'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher. Un médicament générique à mettre sur le marché, c'est quoi, mettons, 1 à 10 millions par rapport à un médicament normal qui est rendu quasiment à 2 milliards. OK? Fait que, parce que le générique n'a pas besoin. Tout a été démontré avant. Tu as juste à démontrer qu'il réagit à peu près, que ta concentration dans le sang est la même que l'innovateur. Fait que tu prends l'innovateur, la copie, tu prends des volontaires sur l'innovateur, des volontaires sur la copie, tu fais des prises de sang, puis tu démontres que tes profils sanguins sont les mêmes, puis bang, tu es en business. Tu n'as pas besoin de faire la tox, et ce machin-là. Ça a tout été fait avant par l'innovateur. Alors qu'un innovateur, tu ne peux pas faire ça. Un innovateur, il faut que tu fasses tout. La tox, et ainsi de suite. En entendant ce que tu dis là, j'ai l'impression que ça donne des arguments. Celui qui dit on n'a pas de boule de cristal, justement. Donc, ce vaccin-là contre la COVID, qu'est-ce qui me dit que dans 15 ans, j'aurais pas telle chose qui va apparaître? C'est une excellente question. On en parlait un jour, un petit peu avec PH, l'autre jour au téléphone. Ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que ça amène justement dans le vif du podcast. Oui, exact. Moi, quand on me demande qu'est-ce qui va se passer, ma réponse, c'est j'en ai aucune idée. Je ne le sais pas. OK? Regardez, je vais vous donner encore une fois, je vais encore prendre ma grand-mère, qui est finalement mon meilleur volontaire. Elle prenait des médicaments pour son hypertension. Pendant 20 ans, elle a pris le même qui marchait nickel, super bien. Là, à un moment donné, paf, ça ne marche plus. Fouille-moi. Au bout de 20 ans, il ne marche plus. Il va voir son médecin, ça a remonté. Le médecin, bizarre, il a changé de médicament. Bon. Quand tu fais ton étude de phase 3 avant d'arriver sur le marché, OK? C'est-à-dire les phases 1 volontaires sains, les phases 2 des malades petit nombre, les phases 3 des malades grand nombre pour que ce soit statistiquement significatif. Est-ce que tout ça a été fait avec le vaccin de la COVID? Phase 1, 2, 3? Oui. OK. Ouais. C'est sûr que une phase 3 pour un médicament conventionnel, ou on va revenir sur la COVID aussi, là, un médicament conventionnel, mettons, ça dure à peu près, 1 an. OK? Puis on te demande ensuite un suivi d'1 an.
OK? Puis une fois que tu as ce suivi-là, qui démontre qu'exemple, même post-traitement, tu es correct ou whatever, là, on peut demander une demande pas une demande d'essai clinique, une New Drug Application, je ne sais même pas parler en français, excusez-moi, une demande de soumission de médicaments, c'est-à-dire pour commercialisation, à Santé Canada. Dans le cas de la COVID, c'est une pandémie mondiale. Deuxièmement, par rapport à un médicament, comme je te disais l'autre jour, pour le cholestérol, qui s'adresse à une partie X de la population mondiale, là, on veut que tout le monde soit vacciné, des 10 ans, mettons, aux 85 ans, qui soient en pleine santé, qui prennent 75 médicaments. Moi, j'ai fait des études de phase 4 à l'Institut de cardio, des gens qui prennent en haut de 30 médicaments. Puis ils sont vaccinés pareil. Là, on veut les vacciner parce qu'ils sont justement fragiles. Ouais. OK? Ouais. Donc, tu n'as pas la même population. Là, on parle d'une population mondiale. On parle de tout le monde. OK? Quelle que soit ton origine ethnique, donc ton profil métabolique qui change, quel que soit ton état stade de maladie, si t'es sain ou pas. OK? Vu que c'était une pandémie, on a demandé, à l'époque, ils ont demandé 2 mois de surveillance suivant la deuxième dose des essais de phase 3. OK? Donc, parce que c'est une pandémie, il fallait aller vite. Ouais. OK? Ils n'ont pas demandé, exemple, 1 an. OK. Donc, oui, il y a un genre de fast-track qu'il fallait faire parce qu'on n'avait rien. OK? On n'avait rien. Ça aussi, d'ailleurs, on pourrait en revenir. Là. Ouais. On pourrait revenir là-dessus, là, parce qu'il y a des thérapies, puis en tout cas, alors qu'un médicament conventionnel, non. Là, ensuite, vous passez de 50 000 patients pour un vaccin, alors qu'un médicament conventionnel, on parle de quoi? Même une phase 3, 2 000, 3 000. Donc, on a un meilleur échantillonnage, comme tu disais tantôt, exemple, pour un vaccin, 50 000, c'est beaucoup. OK? Puis même quand tu regardes un peu les critères d'inclusion, parce que tu ne peux pas embaucher n'importe qui, tu ne peux pas prendre n'importe qui. Un vaccin, tu veux n'importe qui. Et quand tu fais ça sur le cholestérol, tu vas prendre des gens justement qui font du cholestérol, tu ne prends pas des gens qui n'en font pas. Là. Tandis que là, il faut trouver une formule qui fonctionne avec tout le monde. Exactement. Ouais. Et tout le monde, il y a des gens, exemple, des fois dans les vaccins, il y a ce qu'on appelle des adjuvants. Il n'y en a pas dans ceux qui ont à l'heure actuelle ici. Il y a des gens qui ont fait des syndromes Guillain-Barré aux adjuvants, qui ont fait des grosses réactions à ça. Bien ça, il faut que tu dises, OK, qu'est-ce qu'on fait pour cette population-là, comme, entre guillemets, cet échantillonnage de population qui est allergique à ces composants-là. On disait, exemple, le vaccin Johnson & Johnson, il n'a pas été commercialisé au Canada là, parce que Santé Canada l'a bloqué. Parce qu'il paraît que dans la composition, au niveau de la qualité du produit, c'est-à-dire la formule, la formulation en tant que telle, il y avait un produit dedans qu'on ne sait pas c'est quoi. Il y a eu un press release, on ne sait pas c'est quoi, mais qui fait en sorte qu'ils ne l'ont pas mis sur le marché. Aux États-Unis, ils l'ont. OK. Santé Canada, on dit... On le veut pas, lui. Eux autres, ils savent c'est quoi le produit, mais ils l'ont pas dit. Probablement. OK. Probablement. C'est-à-dire que, tu sais, c'est normal. Ils font juste pas dire ces choses-là ou ils l'ont caché? Ils ont juste pas dit ce que c'était. Ils ont juste dit que c'est la santé des gens qui importait le plus. Puis ils ont raison là-dessus. Ils ont raison. À présent, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Puis mettons, aux États-Unis, est-ce qu'on remarque que les gens vaccinés chez Johnson & Johnson, il y a des effets secondaires? Je sais pas, mais il est utilisé là-bas. Mais regardez, c'est comme AstraZeneca ici, il est utilisé aux États-Unis, il n'est pas reconnu. C'est aux États-Unis, il n'est pas reconnu. Comme, ça dépend du comité. Oui, puis ça dépend de l'État, je pense. Puis ça dépend aussi parce qu'aux États-Unis, c'est plus compliqué, là, mais je veux dire, bon, pourtant, il y a des vaccins qui sont sortis comme partout. Il y en a 250 en développement. Il y en a à peu près peut-être une quinzaine de commercialisés, je parle, dans le monde. C'est pas les mêmes partout. Là. Il y a 3 vaccins chinois. Il y a du Sputnik, le vaccin russe. Donc, quand vous allez arriver sur le marché ensuite, mettons, OK, vous avez fait votre phase 3 sur 50 000 personnes chez les vaccins, excusez-moi, puis sur quelques milliers dans un autre genre de maladie, OK? Ouais. Là, vous arrivez sur des centaines de millions de personnes qui vont être dosées, administrées. Donc, il y a forcément des effets secondaires, des milliards. Là. Dans ce cas-là, on est rendu à 3,4, je pense, pour la COVID worldwide, une fois, je pense. En tout cas, non, pas une fois, 3,4 vaccinés, mais ça, c'est des chiffres, bon, c'est peut-être 3,6, on ne sait pas. Là. Il y a peut-être des effets secondaires, vous allez voir, là, qu'on n'a pas vus en phase 3. Parce que là, on pique du monde en masse. Par contre, ce qui est intéressant, il semblait, quand on était rendu à peu près à 300-400 000 au Québec d'injection, je trouvais qu'il y avait, en tout cas, ce qu'on entendait, il y avait moins d'effets secondaires que la phase 3 de Pfizer. Que dans leur étude. Oui, on dirait. Puis d'ailleurs, encore une fois, là, c'est là qu'il y a encore une fois le sensationnalisme qui rentre en jeu. Est-ce que c'est à l'automne dernier? Oui, c'est à l'automne dernier, quand il y a eu un arrêt de l'étude clinique. L'étude clinique de Pfizer était en arrêt. Phase 3. On est passé à la radio d'ailleurs avec des collègues là-dessus. Comment ça se fait? Attendez, des études cliniques en arrêt, il y en a plein. Okay? Pour toutes sortes de raisons. Là, on revient sur... Il faut connaître un peu comment ça marche. C'est correct, attention, moi, j'en veux à personne. Là. J'en veux à personne de ne pas savoir c'est quoi. Moi, vous savez,
Chaque torchon a sa guenille. Hein. Si vous me prenez comme responsable des finances d'une compagnie, ça ferme demain. Là. Ben oui, mais c'est normal. Exact. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Sauf que, tu sais, là c'était le gros débat, mais comment ça se fait que ça a arrêté? Puis finalement, ils ont décidé de la reprendre. Il y a le comité d'éthique qui s'est réuni, ils ont regardé les effets secondaires, ils ont regardé est-ce que c'est dû au vaccin ou pas. Quand vous faites une étude clinique, là, mettons que vous avez envie de faire une étude de phase 2 ou 3, OK? C'est dans nos projets là, à court terme. Mon frère en a fait des études cliniques. Ouais, ben moi, j'en ai fait. Si, exemple, pendant l'étude, OK, tu te coupes en épluchant des patates, c'est un effet secondaire, tu es obligé de le rapporter. Est-ce que c'est dû aux médicaments? On ne le sait pas. Par contre, c'est arrivé pendant que tu étais sur étude. OK. Donc, tu te fais frapper par une auto. C'est un effet secondaire. Tu tombes Par de ton la vélo. foudre. Tu tombes de L'effet ton secondaire, vous vélo. pouvez vous faire frapper par la foudre. Ben, ça, peut-être Faut pas, qu'il là, mette sa bouteille. Là. mais tu sais, exemple, tu es en vélo, tu tombes en vélo. Parce que, je sais pas, moi, il y avait une pelure de banane, n'importe quoi. C'est pas forcément dû, mais tant qu'on n'est pas capable de faire cause à effet, on le rapporte. Ouais. OK? Bien, la semaine suivante ou 2 semaines suivant l'arrêt de l'étude de phase 3, il y a eu un décès. Je pense que c'était en Amérique du Sud, sur l'étude de... Je sais pas si c'était sur le Pfizer, mais en tout cas, c'est pas important, c'était sur un des vaccins. Ça, on en a parlé une demi-journée. Attention, je suis pas en train de dire qu'il aurait fallu en parler pendant des mois. Là. C'est juste que, tu sais, là, on a arrêté l'étude, c'était le principal sujet de discussion, blablabla, c'est comme, puis là, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se fait, oh mon Dieu, ça veut-tu dire que, tu sais, il y a des tentacules qui nous poussent, puis tout, puis ci, puis ça. Puis en vérité, bon, ils ont continué l'étude, puis 2 semaines après, il y a un décès, oui, il y a un décès, puis... Lié au vaccin? Ils savent pas. On sait pas. On sait pas. Ouais. Puis, tu sais, comme, c'est passé aux nouvelles, c'est passé aux nouvelles, mais tu sais, on n'en a pas fait un plat. Fait que c'est très, très, très compliqué d'avoir une idée sur ce qui va se passer à long terme. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Normalement, là, puis même, un médicament conventionnel, vaccin ou pas, dès qu'il est commercialisé, il faut que tu attendes, mettons, 2-3 ans avant d'avoir une vraie idée. Pour que N'importe quel produit. Mais tu sais, on s'entend... on s'entend. Peut-être qu'on s'entend pas, je sais pas, mais c'est un risque qui est calculé. Au sens où c'est pas... Le ratio bénéfice-risque. Mais c'est pas quelque chose qu'on ignore complètement, qu'on s'injecte dans le corps, Exactement. Tu sais, je veux dire... Exactement. On a des résultats. Ce serait sûrement vraiment surprenant que dans 10 ans, 3,4, où la population totale qui s'est faite vacciner meurt. Tout le monde est infertile. Tout le monde devient infertile. C'est comme... Je suis entièrement d'accord avec vous deux. Ouais. L'idée, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le cas des vaccins, c'est une nouvelle technologie. Ouais, il n'y a jamais eu de on peut vaccin en parler avec comme des ça. ARN. Ouais. Les fameux acides ribonucléiques. Jamais, c'est le premier. Il n'y en a pas, c'est le premier. Okay. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi c'est le premier? C'est parce qu'ils C'est une excellente question. Moi, je pense, ma première réponse... C'est un drôle de move d'amener quelque chose de nouveau dans quelque chose qu'il faut fast-track déjà, on dirait? Exact. Mais ma première réponse, ce serait parce que c'est une pandémie. OK, fait que là, ils n'ont pas le choix. Ils essayent des choses. Attention, la technologie, par contre, a été largement étudiée. Moi, quand j'ai fait mon PhD, on travaillait là-dessus. C'est comme, tu sais, sur des nanotechnologies où on prenait des nanoparticules, où on mettait, exemple, des molécules à l'intérieur. C'est pas nouveau. Mais en termes de produits sur le marché, il n'y en avait pas. Fait que là, ils ont remarqué que ça marchait très bien. Fait qu'ils ont dit, ben go, on y va comme ça. Donc, OK, c'est parce que ça faisait des meilleurs résultats dans les vaccins. Fait qu'ils se sont dit, on veut avoir les meilleurs vaccins possibles pour arrêter la pandémie maintenant. Ça peut être une des raisons. Peut-être que ce qu'ils ont essayé par rapport à des vaccins dits plus conventionnels, où généralement, on prend des virus inactivés. C'est pas le cas ici, là. C'est pas le cas ici. Il y en a. Il y en a. Il y a un des vaccins chinois, c'est un virus inactivé. OK? Qui ont pris, puis plus un peu comme la grippe, c'est conventionnel. Là, ça, c'est la manière standard, si on veut, de vaccin. C'est la manière qu'on connaissait. Et il y a beaucoup de gens qui auraient aimé ça, avoir des vaccins comme ça, parce qu'ils connaissaient ça. Fait qu'ils se sentent plus à l'aise. Sauf que, bon, on sait que ça marche ou que ça marche pas. Prenez la grippe, par exemple. La grippe, dans les bonnes années, ça marche entre 40 et 60% d'efficacité. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a un pourcentage pour ces vaccins-là qui ont été faits avec la méthode traditionnelle, le traditionnel avec la méthode qu'on connaissait en Chine? COVID? Ouais. Ben, les résultats, encore une fois, c'est une excellente question. Là, je vais ouvrir une parenthèse. À l'heure actuelle, quand vous regardez tout ce qui est en communiqué de presse, à peu près aux heures maintenant, là, quand on se parle, là, depuis qu'on se parle, aux heures, il y a des sorties de nouvelles études, des sorties de publications, il y a des journalistes, des éditorialistes, des scientifiques qui font des montées de lait ou pas, qui parlent. Donc, pour se retrouver dans l'information, c'est très, très difficile. Parce qu'une fois, vous en avez tellement, fait que là, il faut comme trier l'information. Moi, c'est sûr qu'instinctivement, je vais plus aller vers des publications scientifiques. Pourquoi?
Parce que normalement, ces publications-là sont évaluées aussi par un comité de pairs. Bon, fait que ça renforce un peu. Puis aussi, les études sont soi-disant randomisées, standardisées, à double aveugle, il y a une rigueur scientifique. Parce que des fois, il y a des journalistes qui disent « Ah, ça va mourir, tout le monde va, vous avez vu les résultats, on va tous mourir, machin. » Oui, c'est correct, mais c'est ça aussi qui alimente le feu de la non-compréhension. Hein, et de la mauvaise, même, je dirais. Là, c'est même pas de la non-compréhension, c'est de la mauvaise aussi interprétation. Donc, pour en revenir à votre question, quand on regarde les études sur l'efficacité des vaccins, là, il disait le variant Delta, le fameux variant qu'on a actuellement, les Delta et Delta Plus, là, qui sont le nouveau variant indien. Là, il disait le vaccin Pfizer, il est efficace à 88 %. OK, ça a été testé en labo. Hein. Sur ce variant-là? Oui, mais attention, en labo. Dans le sens qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre des gens qui sont contaminés avec le Delta, puis de faire une étude sur, mettons, 2000 personnes, dont 3 en Inde, 2 au Japon, 1 en France. Non, ils peuvent pas. Ils font ce qu'ils peuvent, ils vont aussi vite qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas. Donc, les efficacités, pour l'instant, c'est très encourageant, par contre. Hein. Puis, ce qu'on semble remarquer, en tout cas les profils, encore une fois, moi, je dis tout le temps « semble » parce que ça va sûrement être infirmé demain ou après-demain. Là. Ouais. Ou alors, changer. On dirait que les poches de recrudescence d'épidémie sont sur les gens non vaccinés. Justement, je discutais avec un de mes chums avant-hier, qui est médecin, qui est urgentologue, puis il m'a dit il y a quelqu'un qui est arrivé, 55 ans à l'urgence, soins intensifs, COVID. Bon, aucun antécédent. Le gars, pas vacciné. Bon, est-ce que s'il avait été vacciné, il ne serait pas rentré aux soins intensifs? On peut penser que non, parce que la vaccination semble fonctionner. À présent, est-ce qu'il n'aurait pas fait des effets secondaires? C'est-à-dire... Du vaccin ou de la COVID? Est-ce que justement la vaccination, parce que ça aussi, on peut ouvrir une troisième parenthèse, un vaccin au départ, là, les gens pensent qu'un vaccin fonctionne un peu comme un condom. C'est-à-dire que tu es protégé de tout. Une fois que tu es vacciné, là, c'est comme plus rien te touche. Rien. Non. Un vaccin, premièrement, à la base, là, ce qu'on veut, c'est que ça t'évite de mourir. OK, on est d'accord? C'est la première condition. OK? Ouais. La deuxième, c'est d'éviter, exemple, l'hospitalisation. Ouais. La troisième, ça va être d'éviter les effets secondaires qui te mènent à l'hospitalisation. La troisième, c'est d'être asymptomatique. La quatrième, c'est de ne plus être contaminant. Ouais. Bon. Là, les gens pensent que, quand ils vont se faire piquer, avant même que les gars ils rentrent dans le bras, ils sont protégés. Là. Ils ont un condom. Bang! Ouais. On a remarqué d'ailleurs, il y a des études qui ont démontré, encore une fois, l'échantillonnage. Moi, là, je vous rapporte des faits. Je ne vous dis pas que je suis d'accord, pas d'accord, mais ce sont des faits mesurés. Il y a eu une recrudescence des gens post-vaccination. Ça, on a entendu aussi dans les journaux un peu. Des gens qui se sont fait vacciner. Une fois, puis dans les 3-7 jours suivants, ils ont eu la COVID. Okay. Parce que le vaccin n'avait pas encore... Symptomatique, asymptomatique, whatever. Ils se sont fait tester, ils ont eu la COVID. Bon, probablement parce que le vaccin, exemple, peut-être n'était pas encore assez... Sauf que, tu peux être asymptomatique si on te teste. Ça se trouve, on l'a, là. Ouais. On ne le sait pas. Là. Si on est asymptomatique, on ne le sait pas. Ouais. Donc, quand tu regardes, il y a des labos, ils ont montré leur courbe des gens vaccinés ou pas, parce que, il y a des hôpitaux, exemple, où les gens reviennent, exemple, pour des tests ou whatever, comme vaccinés ou pas. Puis, tu as quasiment une superposition des courbes des gens vaccinés, non vaccinés qui attrapent la COVID après la première vaccination et ou la deuxième. Il y a même des revues de presse qui ont dit que le plus haut taux de mortalité post-première vaccination a été en Israël et au Chili. Pourtant, eux, on sait que ça roule. Hein. Eux autres qui ont été vaccinés, némites, je pense qu'ils sont à peu près 65 % vaccinés 2 fois. Fait que ça roule, là, tu sais. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, c'est des chiffres qui ont été rapportés. Israël, c'est intéressant parce qu'ils ont payé plus cher leur vaccin. Ils l'ont dit. Ils ont commencé à piquer plus tôt. Puis, ils ont dit, nous, on vous donne... L'Israël va vous servir, ils ont dit au FDA, on va vous servir de labo. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des données de chez nous. Fait que c'était super intéressant. Parce que, au moins, vu qu'ils ont commencé avant, on commençait justement à compiler les résultats et tout. Donc, c'est pour ça que, est-ce qu'on peut dire dans tant d'années, dans tant de mois, est-ce qu'on va voir des effets secondaires et tout? Je sais pas. Il y a le fait aussi que, par rapport, par exemple, à un médicament conventionnel que tu prends, exemple, à tous les jours, de façon chronique pour le restant de ta vie, là, c'est 2 injections. Fait que le fonctionnement n'est pas le même qu'une petite molécule, c'est clair, OK? Parce que c'est du matériel génétique. Mais tu n'as pas vraiment d'intoxication, je dirais, par accumulation. Oui, non, c'est ça. Tu sais, quand tu prends tous les jours, tu sais, puis à un moment donné... Fait que c'est pour ça, encore une fois, les études de tox, là, chez les animaux, quand tu développes un médicament, tu commences en parallèle, tu commences avant d'aller chez l'humain, tu n'as pas le choix. Il faut que tu aies les résultats animaux parce que tu ne testeras pas chez l'humain sans tester chez l'animal. Mais ça dure ensuite, je te dirais, quasiment jusqu'en début de phase 3. Fait que tu peux avoir des tox tardives.
que tu n'as pas vu. Puis tout allait bien, puis à un moment donné, bang, quelque chose que tu vois pas. Là, c'est sûr, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils disaient que c'était de la thérapie génique. La thérapie génique, parce que c'est des gènes. L'ARN, c'est des gènes. Oui et non, il faut faire attention. La thérapie génique, on est au balbutiement de la thérapie génique pour des problèmes de bioéthique, comme vous pouvez facilement y penser. On ne veut pas faire tout des Terminators, là, puis des... Ouais. Parce que la thérapie génique en tant que telle, si on veut la vulgariser, c'est que, exemple, pH, tu fais de l'asthme. Ouais. Donc, dans ton gène, là, dans ton ADN, tu as une section qui n'est pas bonne qui fait en sorte que tu fais de l'asthme. Ouais. OK? C'est la délétion d'un acide aminé. C'est qu'il manque un acide aminé dans un de tes canaux, là, en tout cas, de cellules. Bien, ce qu'on ferait, c'est qu'on t'injecterait un morceau d'ADN sain qui code pour l'affaire que toi, justement, tu n'as pas bon. Ouais. On va couper ton segment qui n'est pas bon, on le remplace par un morceau d'ADN sain et pH n'a plus la fibrose cystique. Mais une fois qu'on l'a remplacé, tu es comme ça ensuite maintenant pour le restant de ta vie. OK? Là, techniquement, les vaccins ARN, on nous pique. Premièrement, c'est de l'ARN. L'ARN, techniquement, ne rentre pas dans le noyau. Il y a des publications qui ont démontré l'inverse. Il y a des publications qui ont trouvé le génome du virus, qui est un ARN, du virus, pas du vaccin, du virus, du SARS-CoV-2, dans le noyau. Des publications de Harvard qui sont sorties là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Harvard, je ne suis pas en train de dire que j'y crois, je ne suis pas en train de dire que j'y crois pas, OK? Mais c'est publié. OK? Ouais. Donc là, les gens étaient comme, mais l'ARN, ça ne rentre pas dans l'ADN. C'est impossible, comment ça se fait? C'est pas tout le monde qui a fait ça aussi. Ça, c'est de la manipulation génétique, dans le fond. Oui. Donc, ça pourrait être une avenue, mais c'est pas ça, c'est pas le cas ici. Le but, là, c'est que, encore une fois, un vaccin, normalement, c'est que tu prends la maladie atténuée. OK, on va essayer de vulgariser. Tu prends la maladie atténuée. Fait que tu peux prendre le virus atténué ou un morceau du virus, des morceaux qu'on va appeler des antigènes. On les sépare. Soit on prend un virus inactivé, donc il ne se réactive pas dans ton corps. Il y a des gens qui disent que ça peut être réactivé, mais en tout cas, bon. On va prendre donc des débris cellulaires du virus, OK? Puis on va te les injecter. Ton système immunitaire va développer des anticorps et aussi des cellules immunitaires qui vont te protéger contre une agression postérieure de cette maladie-là, du virus en tant que tel. OK? Là, la différence, c'est qu'au lieu de prendre les antigènes directement, qui sont des protéines, on va injecter un ARN qui est un patron qui code pour la protéine. Fait que c'est une étape d'avant. Et on se sert de nos cellules pour fabriquer cet antigène. Et techniquement, d'après ce qu'ils ont dit, parce que la question, moi, que je me pose depuis le début, c'est l'ARN, justement, qu'on nous injecte. L'ARN, il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Oh, il reste pas longtemps. OK, fine, je peux-tu avoir des données? Il reste combien de temps dans le corps? Ben, c'est ça. Ouais. Là, je pense. Donc, le vaccin, il est efficace combien de temps? Voilà. Ben, là, encore une fois, excellente question. Avant-hier, il y a eu un press release que 2 injections de Pfizer, finalement, fonctionneraient sur plusieurs années. Oui, j'ai vu ça aussi. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est sûrement vrai par rapport aux résultats de l'étude. Ouais. À présent. Mais les résultats de l'étude n'ont même pas encore plusieurs années. Ben, c'est ça. Mais l'étude qu'ils ont fait au labo, c'est un peu comme je vous disais qu'on a retrouvé le génome du virus dans le corps d'une personne. Comment ça se fait? Parce que la personne est arrivée en disant, d'ailleurs, parenthèse, je me sens pas bien, il avait déjà eu la COVID une fois. Puis là, il y avait les mêmes symptômes cliniques. Ouais, il y avait les mêmes symptômes cliniques. Fait que là, ils ont dit, c'est les symptômes cliniques, on dirait qu'il y a la COVID aussi. On lui a fait un test nasopharyngé, rien. On lui a fait un test de sang, ils ont regardé les anticorps. Mais les anticorps ne sont pas discriminatoires. C'est pas parce que tu as des anticorps que tu te défends contre la COVID. Hein. Il y a eu des tests qui ont été faits, il y a des gens qui ont été, avec tous les vaccins, Astra, J&J, tout machin, qui ont été, on a fait des sérologies pour voir si tu as développé des anticorps contre la COVID. Il y a des gens qui en ont très peu. Puis ça ne veut pas dire que si tu en as très peu, que tu ne te défendras pas. Il y a des gens qui ont été asymptomatiques avec 0 anticorps ou presque. Okay. Puis il y en a qui ont été hyper malades avec plein d'anticorps. Mais donc, quand on parle du taux d'efficacité du vaccin, ça, encore une fois, c'est une excellente question. C'est un peu trompeur parce que c'est pas ça marche pas. C'est que la COVID va te frapper moins fort ou va te frapper différemment. Exactement. Fait que ça, encore une fois, c'est une excellente question. J'écoutais un peu un paquet de scientifiques sur la planète qui parlaient de ça, sur l'efficacité. 80 90 60 on s'en fout, là. Il faut regarder comment il est évalué. Si tu évalues sur le fait que tu prends 100 personnes sur vaccin, 100 personnes sur un placebo, puis que tu en as 80, mettons, tu en as 105 qui ont la COVID, puis que les 105 se trouvent être les 100 sur le placebo, puis mettons 5 sur le vaccin, mais que tes critères, c'est juste de dire, ils sont cliniquement corrects,
le vaccin fonctionne à 95%. Ouais. Si par contre tu doses puis tu cherches vraiment à savoir est-ce que tu es asymptomatique, est-ce que tu l'as eu quand même, comme on disait tantôt, tu peux l'avoir et être asymptomatique, tu peux contaminer quelqu'un. Hein? Je veux dire, regarde, tu peux être asymptomatique, mais si tu tousses dans la face de quelqu'un qui n'est pas vacciné, d'ailleurs, ça aussi, ça a été démontré, by the way, hein? Quelqu'un qui est vacciné ou pas, qui est asymptomatique sur la COVID, a le même nombre de virus dans son arbre bronchial, c'est-à-dire nez, bouche, poumon. Fait que c'est pas parce que tu as le vaccin que tu en as moins. Mais ça, je trouve que c'est une des plus grandes confusions en ce moment. Là. Est-ce que le fait d'avoir été vacciné, je peux le donner quand même? Est-ce que si... Puis tu sais, tantôt, tu faisais la liste des... Puis on n'a pas arrêté sur ce point-là, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça le grand questionnement, j'ai l'impression, puis la grande confusion, c'est comme... C'est une excellente question que tu as posée encore une fois. Vous posez vraiment des super bonnes questions, c'est génial. Non, mais c'est parce que c'est... Là, à un moment donné, il y a des gens... Oui, à TV, justement, ça. Là. J'ai eu la COVID une fois, est-ce que j'ai une injection ou deux? Regarde, on en revient à ce qu'on disait tantôt. Moi, je vais appliquer ça bêtement et simplement. Puis attention, je suis pas clinicien, je suis pas virologue, je suis pas immunologue, je suis pas en train de dire je suis rien, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas une notoriété comme exemple le professeur Raoul, tu sais, le fameux professeur Raoul. Là, oui, le français. Ça aussi, on pourra en discuter si vous voulez. Là. Mais je veux dire, moi, je suis un scientifique de salon. Mais regarde, l'étude là, de Pfizer, exemple, ou Astra, ou des vaccins, ça dit 2 injections. Fait que il te faut 2 injections. Que tu l'as eu ou oui, non. mais j'ai il te faut 2 injections. OK? Et dans 2-3 ans, quand tout ça sera compilé, là, on va être capable de dire, ah tiens, une injection était suffisante. Ah tiens, là, finalement, ils ont dit AstraZeneca hier, là, finalement, 45 semaines entre les 2 injections, c'est ce qui a donné de meilleurs résultats. Bon, fait que là, ça veut dire quoi? Les gens qui ont eu comme 2 mois, c'est pas bon? C'est parce que le protocole de l'étude clinique disait 2 injections, je pense, séparées de 3 ou 4 semaines. Ma mère, exemple, en France, a été vaccinée 2 fois à 4 semaines d'intervalle avec le Pfizer. Ici, c'est plus, par contre. C'est 6 semaines. Oui, parce qu'ici, on a, encore une fois, excellent point. Ici, on a capitalisé sur on va piquer tout le monde une fois le plus. C'est ça, exact. En France, ils ont dit non, on pique 2 fois. Puis là, d'ailleurs, ils ont dit ils ont commencé de même. Après, ils ont continué à vouloir piquer le plus de monde. Puis là, tout le monde, finalement, est en train de se rattraper un peu, sauf les pays qui dépendent de la COVAX. Ça, c'est un autre problème aussi, hein, parce que même si le Canada était clean, l'Europe, et puis ça voyage. Hein. Ouais. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire, regarde, on peut aller aux États, mais si tu veux aller en Europe, puis que, tu sais, l'Europe, ça flambe, là, tu sais, comme, tu sais, il y a des places où ça flambe. Regarde l'Angleterre. Si moi, je suis vacciné 2 fois, puis je vais dans un pays où est-ce que, mettons un pays imaginaire où est-ce que personne n'est vacciné, je pourrais aller là puis le donner à tout le monde pareil. Si tu es asymptomatique, oui. Oui, tout à fait. Ou pas, tu sais, attention, là. Théoriquement, c'est possible. Ouais. Par contre, tu as moins de chances, toi, ben, tu sais, comme, tu as moins de chances. Ça dépend de toi, finalement. Là. Si tu laves les mains, tu mets un masque, tu sais, c'est un paquet d'affaires, mais techniquement, oui. Techniquement, oui. Puis, est-ce que ça diminue les chances quand même de le transmettre ou on ne le sait pas? Ou... Ben, on va dire oui, parce qu'exemple, si tu es asymptomatique, tu ne vas pas tousser. Ouais, OK, ouais. Tu sais, ces choses-là. Par contre, je sais pas, moi, tu sais, comme si tu ne nettoies pas les mains puis que tu as des poignées de porte, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, où tu ne nettoies pas les mains aussi souvent que par rapport à des gens qui sont pas vaccinés. Oui. Je mets pas mon masque, je me dis, je suis vacciné, je n'ai pas besoin de mon masque, mettons. Ben, c'est ça. Ben, techniquement, tu vas moins tousser, donc techniquement, tu vas moins projeter de particules. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de demi-mesure là, en ce moment. C'est même, on est vacciné 2 fois, on continue, on met un masque. On continue les mesures. On continue. Puis c'est ça, puis tu sais, parce que là, depuis tantôt, on parle, puis il y a beaucoup d'incertitudes, là, tu sais. Oui, parce que je peux pas répondre précisément à vos questions, j'en suis désolé. Non, mais beaucoup d'incertitudes, même pour n'importe qui écoute, qui entend ça, ou n'importe qui, en fait, qui suit un peu au courant de se dire, OK, nouvelle technologie, pas d'études sur le long terme. Non. Processus accéléré. Oui. Mais regardez les résultats. Ça marche bien. Là. Ben non, mais c'est ça, exact. Fait que là, mettons, tombons de l'autre côté, puis, tu sais, pourquoi est-ce que, de un, ça a été le ratio risque-bénéfice, pour ça, c'est à quel point c'est positif. Puis de deux, est-ce que maintenant, mettons, est-ce qu'avec... Commençons par la première question, puis restons là. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner maintenant? Puis quelle a été la preuve du succès de ça? Puis pourquoi est-ce que le risque de développer quelque chose sur le long terme est minime là, comparativement à... Ou est-ce que c'est minime?
Bonne question. Moi, je pense que c'est minime. À présent, peut-être que dans 1 an, vous allez me rappeler ici en disant « Regarde, j'ai une tentacule qui m'a poussé. » Puis là, je ne saurais pas quoi vous dire. Je pense que le risque est minime parce que, bon, il y a quand même aussi des études qui ont été faites. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur les animaux. Bon, les animaux ne sont pas les humains, je suis d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas rien non plus, OK? On a quand même des études cliniques qui ont été faites de phase 1, 2 et 3 sur plusieurs populations, plusieurs tranches d'âge. Mm-hmm. Okay? On voit, exemple, que le taux d'hospitalisation est beaucoup plus faible. On voit que les personnes âgées décèdent beaucoup moins, malgré les langues sales qui vont vous dire que c'est normal, vu que ceux qui devaient décéder sont déjà mortes. Ça, je ne suis pas capable d'entendre ça, mais je l'ai entendu trop souvent. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que oui, il y a un net avantage. OK? On le voit, c'est clair. Mais répondre à la question, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an et demi? Soyons positifs et disons qu'il ne devrait pas se passer grand-chose. Il y a des gens qui ne croient pas... Mais est-ce qu'il y a quand même de l'optimisme par rapport au fait qu'il ne va rien se passer? Bien sûr. Tu sais, j'imagine, parce que j'imagine que tous les scientifiques qui travaillent sur ça, sur les vaccins qu'ils ont développés, les tests, tout, j'imagine qu'il n'y a rien qui indique qu'il y aurait des complications que d'autres vaccins. Il y a quand même un suivi sur les 3 milliards de personnes qui sont vaccinées à l'heure actuelle. C'est ça, le point que je voulais... Quand tu regardes dans le temps, si tu regardes la vaccination qui a commencé, mettons, on va dire janvier, mais en vérité c'est décembre, mais tu sais, comme janvier, c'est quand même prometteur à date. Il n'y a pas de... c'est un peu comme la question avec les thromboses, avec l'AstraZeneca. Je veux dire... Le ratio, encore une fois... est minime, là. C'est minime. Puis, tu sais, avec des risques, là, comme il disait, qu'une femme qui prend la pilule contraceptive a plus de chances de faire une thrombose, de prendre l'avion. Juste de prendre l'avion, vous avez plus de chances de faire une thrombose, et ainsi de suite. Ma sœur l'a pris. Puis, ma sœur était dans la tranche d'âge, puis ma sœur va super bien. Elle a pris les 2 doses. Attention, ma sœur, c'est ma sœur. Il y a eu des décès. C'est un décès de trop. C'est absolument regrettable. OK? C'est vraiment regrettable. C'est pas normal. Mais c'est beaucoup moins de décès qu'il y aurait sans vaccination. Je pense que oui, définitivement, on le voit, là. On le voit. Et c'est ce qui va permettre de retourner éventuellement à une vie normale. À présent, la vaccination n'est pas la seule chose à souligner. Mm-hmm. Je pense qu'on ne parle pas assez des traitements à l'hôpital. Dr. Quash disait qu'on construisait l'avion en volant. Ouais. Elle a tout à fait raison. Moi, je pense qu'au niveau clinique, les soins qui sont prodigués... Qui sont administrés aux gens qui sont atteints de la COVID. Ils ont amélioré ça là, de façon extraordinaire, ne serait-ce que l'intubation, comment placer les patients. Si on vivait le début de la pandémie aujourd'hui, on éviterait une catastrophe sûrement. Là. Juste avec les... J'ai tendance à croire que oui. Encore une fois, je ne suis pas clinicien, là. C'est pas que je ne vais pas mouiller, mais je ne suis pas clinicien, mais moi, je pense que oui. Mm-hmm. Maintenant, les médecins arrivaient avec ça en disant, entre guillemets, au départ, ils pensaient que c'était un genre de grippe, là, puis non, pas du tout. Puis tout de suite, ils sont adaptés très, très vite. Puis on voit maintenant que ça marche très, très bien. Mm-hmm. Là, ensuite, les différents traitements, il y a Pfizer, je pense, puis Merck qui sont en phase 3 avec un antiviral, pilule orale, qui baisse ta charge virale de 50% pour exemple, te soigner à la maison. Mm-hmm. C'est-à-dire, parce que qui dit seringue dit professionnel de la santé, un vaccin. Tu n'as pas le choix d'aller dans un centre de vaccination. Tu ne peux pas t'auto-administrer. C'est pas comme exemple de l'insuline. Ça serait une pilule, plus une fois que tu l'as, tu prends ça. Exact. Puis ça va devenir, entre guillemets, tu vas traiter ça, entre guillemets, un peu comme une grippe. Tu restes chez vous. Ouais. Tu prends ça, ça baisse ta charge virale, puis tu attends, puis à un moment donné, là, les résultats semblent prometteurs. C'est un antiviral, donc ta charge est moins grande. Virale dans le sang, et ainsi de suite. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'il y a des études pour des choses comme ça. En ce moment, il y en a plein. Là. Oui, il y en a plein. Je pourrais aussi dire que vous avez entendu parler probablement d'études qu'il y a eu à l'Institut cardio, la colchicine. Non. C'était quelque chose de bien, ça. Parce que, ça, c'est un peu pour reprendre ce que disent beaucoup de gens. Il y a probablement, avec le nombre de médicaments qu'on a sur la planète, là, il y en a sûrement qui existent qui pourraient aider. Bon, il y a l'hydroxychloroquine. Il y a des gens qui disent que ça marche, des gens qui disent que ça marche pas. On a entendu des choses absolument aberrantes sur l'hydroxychloroquine. C'est quand même un médicament qui est pris par plus de 2 milliards de personnes par jour. 2 milliards de personnes par jour? Oui, c'est un antimalarien pour le paludisme. Okay. En Afrique, ils en prennent depuis qu'ils sont nés. Moi, j'ai un de mes chums qui est béninois. Il me dit, moi, FX, je pop ça comme des Smarties depuis que je suis né. Oh, ouais. Ils en prennent, oui, c'est un antimalarien. Fait que quand tu te c'est un antiparasitaire. Okay. Malarien. Il y a aussi l'ivermectin qui est utilisé, qui est un antiparasitaire on entend parler aussi. Beaucoup, on entend parler beaucoup aussi. Puis l'hydroxychloroquine donnée en conjoint avec l'azithromycine. Puis là, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de faire des posologies, je ne suis pas en train de faire des prescriptions. Mm-hmm. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. L'hydroxychloroquine a été vraiment démonisée dans tout ce qui est continent américain, Europe. Ouais. Alors que c'est utilisé en Asie à fond.
Moi, je suis pas en train de dire que ça marche pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 265 études qui ont été publiées qui disent que l'hydroxychloroquine semble fonctionner. OK? 265 études. Bon, là, il y a des gens qui vont me dire, est-ce que ces études-là sont bonnes? Mais versus combien qui disent que ça va, qu'il y a des résultats dans l'autre sens? Que ça change rien, en fait. Ça, je peux pas vous dire. Sauf que c'est un peu comme... 200, je peux pas croire que sur les 265 sont toutes mauvaises. Ouais. C'est un peu comme si vous me disiez... moi, j'ai mes étudiants, des fois, là, qui me rendent des travaux, j'ai 100 fautes d'orthographe. OK? Puis ils me disent, oui, mais FX, c'est-tu des fautes graves? Attends, t'en as 100. Sur 100, il doit en avoir. C'est ça l'affaire. Ouais. Là, comme, non, mais dans le sens, mettons 265... c'est ce qu'on appelle s'il n'avait fait 10 000 puis que... Je suis d'accord. Mais à date, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on a dit, il y a de plus en plus de pays, en tout cas asiatiques, africains, qui utilisent l'hydroxychloroquine. Pour la COVID? Pour la COVID, et ça semble fonctionner. Mais attention, encore une fois, là, je ne rapporte que des faits, encore une fois, je ne suis pas clinicien. Il ne faut pas commencer à s'automédicamenter. Je dis que c'est pas clinicien. Ouais, je pense que oui. Mais ça dépend aussi du stade, visiblement, quand tu commences à le donner. Exemple, une COVID forte, trop tard. Ça ne sert à rien. Fait qu'il y a vraiment un diagnostic clinique à faire à l'avance, visiblement, d'après ce que les publications donnent. Fait qu'il y a des cas où ça ne sert à rien. La colchicine, c'est une étude qui vient de l'Institut de cardio de Montréal, Dr Tardif, qui est directeur scientifique de l'Institut. La colchicine, c'est un médicament générique. Qui est utilisé pour quoi? La COVID, un médicament cardiaque. OK. Puis pour la goutte aussi. Puis ils ont fait une étude, l'étude s'appelle Col-Corona, colchicine Corona. C'est une étude qui devait être faite sur 5 ou 6 000 patients multicentriques, c'est-à-dire Canada-US, entre autres. Et pour ça, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'encore une fois, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des médicaments qui sont génériques. Hein? OK, oubliez le fait que ça marche pas. Ce sont des médicaments génériques. La colchicine, ça existe depuis une éternité. L'hydroxychloroquine, c'est les années 60, peut-être même 50. Est-ce qu'il y a des compagnies qui sont prêtes à mettre de l'argent là-dedans pour faire des vraies études, solides? Parce que les études cliniques des 265 que je vous parlais, c'est surtout des études cliniques de médecins traitants. OK? Fait que c'est pas genre une compagnie qui dit, ben moi, je mets du cash dans l'hydroxychloroquine, puis je fais une étude énorme sur 50 000 personnes. Genre, pourquoi? Parce que, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben c'est parce qu'il n'y a pas d'argent à faire ces médicaments génériques. Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de... C'est pour ça, parce que j'allais répondre, ben s'il y a une possibilité que de vendre ça partout sur la planète, ben... C'est parce qu'ils n'ont pas de licence. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de profit à faire avec ces médicaments-là. Exactement. Fait que, tu sais, là, encore une fois, je sais que ce que je viens de dire, c'est facile à dire. Là. Ouais. C'est plus compliqué que de crier ciseaux. Là. C'est clair, là, c'est comme ça se fait pas comme ça. Sauf que moi, je pense que, regardez bien, on utilise la dexaméthasone, qui est un anti-inflammatoire pour la COVID, justement pour ceux qui font de l'inflammation au poumon à mort. C'est utilisé. Ça semble fonctionner, mais ça, c'est pour des cas graves. C'est comme quand tu as la tempête de cytokine, soit intensif, puis tu n'arrives plus à respirer. Là. Ils peuvent donner aussi des corticostéroïdes, qui sont des anti-inflammatoires puissants. Ça aussi, c'est un vieux médicament qui existe. Mais est-ce qu'il y a des études sérieuses qui sont en train d'être faites sur ces médicaments-là? Ben, je disais qu'à Oxford, il était en train de commencer une grosse étude clinique sur un de ceux que tu as nommé, là, que j'ai oublié le nom. Ivermectin? Oui. Ça, c'est antiparasitaire. Ouais, ça se passe en ce moment. Il y a des études qui sont faites, c'est pris au sérieux quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que, tu sais, on a diabolisé... Parce que ce qu'on entend maintenant, mettons, il y a quand même un courant dans le dark web là, de dire qu'on essaie de taire puis de censurer ceux qui proposent justement des alternatives comme ça, sous prétexte qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui sont faites. Mais c'est pas vrai. C'est pris au sérieux, ces alternatives-là. C'est une excellente question. Moi, je pense que les études, en tout cas, justement, les 260... J'ai pas lu les 265, là, mais j'en ai lu une couple. C'est des études, puis encore une fois, je suis pas clinicien. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, qui sont faits selon les règles de l'art. Tu n'auras jamais une étude sur 100 millions de personnes. Ben non, ça arrivera pas. Fait que ton échantillonnage sera peut-être pas statistiquement représentatif d'une population mondiale. OK? Je veux dire, on a vu, exemple, qu'en Afrique, il y a beaucoup moins de décès sur le continent africain que, exemple, Amérique du Nord. On dirait que les continents très industrialisés en ont mangé toute une. Mais c'est une question de comment les chiffres sont rapportés ou c'est une question de vraiment... Mais aussi, moi, exemple, j'ai des étudiants africains, j'en ai beaucoup, qui m'ont dit « FX, la COVID, c'est une maladie de blanc. » Parce que, mettons, leur famille, puis... eux, ils disent, nous, on circule, OK? Puis attention, je ne veux pas partir de rumeurs en disant ce que j'ai dit, je sais qu'on est en 2021, on n'a pas le droit de dire que c'est une maladie de blanc, je suis désolé, j'ai pas voulu offenser personne, non, c'est correct. C'est lui qui t'a rapporté ces mots-là. C'est ça, exactement, il m'a rapporté ces mots.
Et puis, tu sais, il me disait ça, il dit, nous, on a, tu vois, presque personne avec des masques et tout. Alors, est-ce que les chiffres, moi, je suis pas en train de dire qu'il se passe rien en Afrique, là. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus, mais il semblerait qu'il y a aussi une question génétique là-dedans. Visiblement, en tout cas, au niveau moléculaire, le récepteur sur lequel se fixe le virus est moins présent chez les Africains. Donc, ils sont moins contaminés. Ça, c'est ce qu'on dit jusqu'à ce que ce soit infirmé par une autre étude. Donc, ton hypothèse, ça serait... ça serait plus ça ou ça serait le fait que la grande majorité prennent des antimalariens? Puis ils prennent des antimalariens aussi, comme je dis, depuis très longtemps. Ouais. OK? Puis d'ailleurs, l'histoire de toxicité, là, on disait qu'il y a eu 10% de mortalité. Là. 10% de mortalité sur l'hydroxychloroquine, ça veut dire que sur les 2 à 4 milliards de personnes qui en prennent par jour, il y aurait 200 millions de personnes qui mourraient par jour. Je pense qu'on le saurait. S'il y avait 200 millions de personnes qui meurent, on aurait une bonne idée. Là, on a dit que c'était cardiotoxique. Fait qu'il fallait pas en prendre, que c'était cardiotoxique. Là, ils ont fait une étude justement contre le remdesivir, qui est un autre médicament qui a été essayé, un antiviral, qui était à l'origine pour Ebola et SIDA, contre ça. Puis là, l'étude vient de sortir en disant que non, c'est le remdesivir qui est cardiotoxique et pas l'hydroxychloroquine. Sauf qu'encore une fois, c'est une étude qui, à mon avis, est faite bien. C'est parce que les résultats, il faut les regarder, là. Quand les chiffres sortent, quand les gens vous disent des choses, c'est pas des discussions de bar, là. On prend une question d'opinion. Il faut regarder comment ça a été fait, il faut regarder les protocoles expérimentaux, il faut regarder tout ça. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Là. Mais n'empêche que, tu sais, mettons, en ce moment, sur le vaccin, tu dis on peut pas faire d'études sur 100 millions de personnes, mais là, en ce moment, il y a la moitié de la planète, finalement, qui a été piquée. C'est ce qu'on appelle des études de pharmacovigilance, là, c'est-à-dire sur la population. Ouais. Tu sais, en ce moment, je veux dire, c'est pas une étude, mais c'est juste, on pique le monde, puis là, la moitié de la planète est piquée, puis il y a pas... c'est pas l'hécatombe, là, je veux dire, c'est pas... Tout à fait. Tout à fait. Ça se passe bien. Tout à fait. Ça se passe très bien. C'est pour ça que je disais, même tantôt, on aurait dit qu'il y avait moins de... Ou alors, tu sais, ça a été plus rapporté pour l'étude clinique. Mais, tu sais, moi, j'entends... oui, des gens, vous avez sûrement des collègues, des amis qui ont été vaccinés avec l'AstraZeneca qui ont été peut-être un peu plus smashés à la première injection. Moi, ma soeur, elle m'a dit, tu sais, la première injection, genre... petit bouillon de poulet, petit frisson, grippe, couverture, un petit peu 24 heures. Là. La deuxième, rien. Moi, je sais que ma deuxième injection, là, j'ai eu un peu de fatigue, je pense. Je dormais plus longtemps. Mais ça, c'est au cas par cas aussi. C'est parce que c'est minime. Moi, je trouve que d'appeler ça effet secondaire, je trouve ça rough un peu. Tu sais, moi, mettons, tu sais, la sensation d'avoir mal dans le bras quand tu t'es fait vacciner. Là, ça, moi, je dis toujours ça. Là, à chaque fois que je me fais vacciner, c'est le même feeling qu'être raqué. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu viens d'aller au gym puis tu viens de faire des épaules, tu sais. Fait que si tu te fais vacciner, tu fais genre, ah, man, j'ai mal au bras. Genre, mal au bras, c'est comme, t'as-tu été raqué déjà? Parce que moi, c'est ma vie au complet, là. Mes jambes se sentent comme ça 24 heures sur 24, là, C'est ça pour vrai, mais tu sais, c'est des effets secondaires. On s'entend que c'est pas... Si c'est ça, le pire qu'on va avoir avec le vaccin, on s'entend que les effets placebo sont très forts. Ben aussi, c'est ça. Quand tout le monde dit la deuxième dose, elle frappe, ça se peut que la deuxième dose, elle te frappe. Il y a des gens qui vont dire que l'effet placebo, c'est 40%. Puis que les médicaments, c'est 50% d'efficacité. L'effet placebo sur une planète. C'est discutable, mais je me rappelle, on avait assisté à des conférences, puis il y a des gens qui disaient ça. C'est vrai d'ailleurs que les médicaments, d'ailleurs, c'est pour ça, exemple, pour le cholestérol, ben vous, ça va être un tel, puis vous avez du cholestérol, ça va être un autre, parce que vous acceptez pas celui qui prend, vous êtes moins tolérant. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sortes de médicaments adaptés aux gens. Mais là, le vaccin, on n'a pas ce choix-là. Le but, c'est toujours de battre le placebo, dans le fond. C'est ça, quand on fait une étude. Oui, c'est sûr que si jamais tu n'es pas supérieur au placebo, ça va pas bien. Là. Non, c'est ça. Ça va vraiment pas bien. C'est pas un médicament très efficace. Puis ben là, un peu le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est intéressant, c'est que sur les études cliniques qui sortent pour les nouveaux vaccins, ils ont de la difficulté à recruter. Pourquoi? Parce qu'il existe maintenant des vaccins contre la COVID. Puis la plupart des gens sont déjà vaccinés. Exactement. Fait que les populations ensuite intéressantes, c'est-à-dire qui sont plus sensibles, plus âgées, ben eux ont déjà été vaccinés 2 fois puis ils veulent pas faire partie d'une autre étude. Puis ceux qui sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils veulent pas se faire vacciner. C'est ça, exact. Oui, ça, il y en a. Mais ça, d'ailleurs, c'est à cause de ça, probablement, qu'on va avoir... Puis là, je suis pas en train de critiquer les antivax, là. Bon, on peut les critiquer. Oui, on peut les critiquer, mais pas de problème avec ça. Ce qu'on voit, c'est les poches, visiblement, de recrudescence à l'heure actuelle là, qui remontent, c'est ceux qui sont pas vaccinés. En Angleterre, ils ont été vaccinés à AstraZeneca 60% 2 fois. Les poches, justement, eux autres sont à 20 000 cas par jour, là. Oui, ils sont à 20 000 cas par jour. Puis ça semble être, bon, encore une fois, c'est de l'information, c'est du press release, j'ai pas les vrais chiffres, ça semble être les gens qui sont pas vaccinés. Donc, la solution à court terme, c'est de vacciner tout le monde. Ben, c'est ça le problème, parce qu'on dirait que c'est tellement une... Tu sais, oui, c'est une décision individuelle, mais en même temps, c'est tellement collectif comme décision, au sens où si...
Parce que j'entendais un biologiste, sur l'évolution, qui est spécialisé sur l'évolution, qui disait que les virus, plus ils ont du temps à se développer, à évoluer, plus à amener le vaccin, il ne servira plus à rien. Là, ils vont muter. Notre génome est constitué de vieux restants de virus de plusieurs générations. Ton ADN, là, il y a à peu près 20% de tes gènes, c'est des vieux virus, comme qui sont transmis depuis génération en génération. Le virus aussi, un virus, c'est pas compliqué, ça veut contaminer. Un virus, c'est un parasite, OK? Il reste chez une espèce tant qu'il peut te contaminer. Il peut pas, il mute. Il peut plus, il change d'espèce. Plus tu te défends, plus il mute. C'est logique. Ouais. Fait que les variants, fait que de dire, exemple, comme on disait tantôt, exemple, que le press release qui disait que la vaccination avec le Pfizer, je pense, c'est comme plusieurs années, parfait. Sauf que si tu as un vrai variant, là, il va s'en calisser. Mais un vrai, différent, où ton vaccin n'est pas efficace, ça va faire comme la grippe. C'est ça. La grippe, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas en tout. Ouais. C'est comme, Fait que les gens qui décident de ne pas se faire vacciner puis qui continuent à propager ce virus-là puis à l'aider à se transformer, puis ça va faire qu'éventuellement, tous ceux qui ont pris la décision d'aller se faire vacciner pour le bien de s'en sortir vont se ramasser avec un variant qui répond plus au vaccin. C'est la théorie du 20-80, exactement. Oui, exact, c'est ça. C'est la théorie du 20-80, c'est ça. Fait que c'est sûr que... Mais tu sais, je comprends aussi, il y a des gens, tu sais, comme... Parce que c'est démontré, comme dans l'histoire, que quand tu as à peu près 75-80% d'immunisation, tu peux endiguer, tu sais, comme on sait. Ouais. Fait qu'il y a des gens peut-être qui attendent ça. Moi, exemple... qu'on soit rendu à 80%, qu'ils fassent moi, je vais rester dans le 20%. Puis... Sauf que si tout le monde pense de même, personne ne se fait vacciner. Je vois l'école de mon fils, c'était... tu sais, comme l'école, bon, ils obligeront jamais à vacciner. Par contre, ils peuvent très bien dire, bien ceux qui ne sont pas vaccinés, tu sais, exemple, si le 75% de doses n'est pas atteint fin août, là, comme tout le monde veut, comme pour l'ouverture de la frontière, exemple, ben tu vas suivre tes cours à distance. Fait qu'ils ne t'obligent pas à te vacciner, mais c'est un peu comme genre pile, je gagne et face, tu perds. C'est un peu comme... t'as comme pas le choix. Mais je pense que c'est une bonne chose de le faire. Ben, c'est nécessaire parce que sinon, on va se ramasser avec... Puis, justement, cette personne-là que j'écoutais qui disait que si on n'agissait pas, si on n'atteignait pas l'immunité rapidement, on pouvait être pris avec ça pour le reste de notre vie. Là, la COVID. Puis la COVID, c'est quand même un virus qui est destructeur comme on le connaît maintenant, puis qui pourrait muter jusqu'à l'être encore plus. Exactement. Ouais. Puis l'affaire, c'est qu'une grippe, mauvaise année au Canada, vous avez 6 à 8 000 morts par année. Puis là, on est déjà à 11 150 juste au Québec pour la COVID. Donc, c'est pas une grippe. Là. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est qu'on a... La grippe, qu'on est à 8 000 morts, on n'a aucune mesure pour essayer de la... On met pas de masque, on se lave pas les mains à l'épicerie. Puis là, on est à 11 000 morts, puis on a tout fait pour... C'est comme si on disait... Il y a du monde qui dit il y a plus de monde qui meurt sur la route, mais c'est comme si on disait, OK, on arrête de prendre nos chars. Là, les morts sur la route vont descendre, c'est sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Ben d'ailleurs, ce que vous venez de dire, intéressant, recrudescence justement aux États-Unis. Il y a une stagnation au niveau des contaminations. Ça baissait. C'est dans les États qui ne sont pas vaccinés. Ouais. Et aussi, il y a une recrudescence de la grippe, du rotavirus, c'est-à-dire des gastro, parce que les gens ont enlevé le masque. Ah oui, c'est ça. Le monde recommence à attraper des shit. C'est pas juste la COVID qu'on transmet. Non, là, ça veut dire que si on n'a pas de masque, c'est comme là, la grippe pourrait éventuellement revenir. Deuxièmement, en plus, cet hiver, parce que tu te rappelles, cet hiver, il y avait peur. Hein? Il avait dit, mon Dieu, s'il y a la grippe cet hiver, ça aurait été l'enfer. Là. Ouais, finalement, il l'avait pas. Finalement, on ne l'a pas. Le masque, je pense, a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, moi, je pense sérieusement même que, tu sais, je pense que tu as plus de risque d'attraper une gastro en allant faire ton marché de fruits et légumes. T'sais. Ouais. Moi, il y a des affaires que je vais juste garder le masque. Plus faire. Oui, il y a des affaires que je vais garder le masque. Oui, il y a des places où je vais garder le masque, mais il y a des affaires, tu sais, juste rencontrer quelqu'un puis donner des becs, ça n'arrivera plus que je vais faire ça. Déjà que ça me rendait inconfortable d'entrée de jeu. Ensuite, un gâteau de fête dans un bar, boire dans le verre de quelqu'un d'autre, je ne vais plus jamais faire ça. Déjà que ça m'écœurait un peu, là, je ne vais plus jamais faire ça. Oui. Mais peut-être que justement, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer avec le temps. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui s'entendent pour dire que justement la virulence va baisser puis va devenir un peu comme la grippe. C'est-à-dire que ça va être parce que la grippe a tué pas mal de monde, la grippe espagnole, d'accord? Puis que avec le temps, ça a muté, puis là, elle tue encore des gens, mais c'est beaucoup moins...
sévère, on va dire. La grippe qu'on a encore aujourd'hui, c'est des restes de la grippe espagnole. D'un paquet d'affaires d'un paquet d'affaires de mutations. Oui, c'est des restants, parce que ça peut muter. C'est ça l'affaire, hein, ça peut muter avec plein. Dans cette salle ici, là, dans une salle, vous êtes agressé par jour à peu près par 800 particules. Là, je parle qualitatives. En vérité, il y en a des millions. Là. Mais 800 à peu près, on va dire, particules différentes. Qui nous agressent, le micro-agression. Micro-agression, okay. Je suis pas sûr que c'est une bonne utilisation de ce terme-là. C'est ça. Mais on a un système immunitaire. C'est des microbes. C'est des microbes. C'est des microbes. Raison, man. Des bactéries. Tu peux avoir aussi des mutations qui... La mutation n'est pas nécessairement de virus à virus ou de ci à ça. Il y a un paquet de... Il y a un brassage, il y a une soupe là, qui se fait. Probablement qu'avec le temps, ça devrait baisser de virulence. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Parce que là, à date, là, tout le monde a dit on a le vaccin, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est un excellent outil pour nous aider à faire baisser ça puis à reprendre une vie, on va dire, à peu près normale. Mm-hmm. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre variant après Delta. Ça va être quoi? Mm-hmm. Par rapport aux gens qui refusent de se faire vacciner, il y a toutes sortes de raisons, mais souvent, puis on a parlé un petit peu plus tôt rapidement, mais il y a une espèce de lien entre toutes sortes de théories, appelons ça du complot, mettons, là, qui englobe tout plein d'affaires, dont une méfiance, un refus du vaccin. Puis il y a plein d'affaires, puis là, on en parle, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas sur le vaccin, plein d'affaires qu'on ne sait pas sur le vaccin à long terme, mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'affaires qu'on sait très bien, puis que dans ces espèces d'informations alternatives-là, fausses, finalement, il doit y avoir plein d'affaires qui sont dites sur le vaccin qui n'ont aucun maudit bon sens. Là, que toi, tu dois entendre et dire... Probablement. Exemple, de se faire injecter de la 5G. Là. Se faire injecter de la 5G? Oui, dans les vaccins de la 5G. Vous avez pas remarqué? Vous ne trouvez pas que votre téléphone il marche mieux maintenant? Non, malheureusement. Mais tu sais, mettons... La réticence au vaccin, elle existait déjà avant la COVID. Puis, je pense que c'était dans les années 80, à un moment donné, qu'il y avait eu... une étude une fois qui faisait un lien entre le vaccin puis l'autisme, puis que ça avait été démonté, ça avait été prouvé qu'il y avait... mais c'est comme si c'était resté dans l'imaginaire des gens que, OK, le vaccin peut causer de développer des affaires, ce type de problème-là, tu sais. Pourtant, c'est démontré quand vous regardez dans l'histoire que la vaccination sauve des vies. Ben oui, c'est ça. Puis ça, on n'a pas vu de choses comme ça, là, de plus de cas d'autisme ou plus de cas de ci, de ça. Non. Suite au vaccin. Là, même y a pas de raison si de penser c'était le cas. Okay? Si c'était le cas. Exemple, on a dit Pfizer, j'ai vu une étude que le Pfizer donnait le Zona. Mon beau-père a eu le Zona. Boum. Après sa deuxième vaccination. Un collègue a eu le Zona. Les deux vaccinés Pfizer. Est-ce que là, je suis prêt à dire que c'est obligatoirement le Pfizer? Non. Par contre, j'ai vu une étude sur 600 patients. 300 placebo, 300 sur le vaccin. Il y a eu 6 cas de Zona. Les 6, quand ils ont ouvert la randomisation à la fin, parce que c'est à double aveugle. Hein? C'est-à-dire que ni le médecin ni le patient, c'est le placebo ou le vaccin. Les 6 qui ont fait le Zona, c'était des gens vaccinés. Bon. Est-ce qu'il y a un lien cause à effet? C'est sûr que 6 sur 600, ça fait 1%. Ouais. C'est énorme. 1%, c'est énorme. On le saurait. Ben, c'est ça. C'est parce que là, on a piqué combien de gens? Là? Non, puis j'ai pas entendu une fois quelqu'un qui a eu le Zona. Là. Exactement. Fait que, où est-ce que je veux en venir? T'en prends, t'en laisses. Il faut attendre. Faut attendre pour avoir plus de données, dans le fond. Faut attendre. Moi, quand j'étais petit, là, les huiles, c'était l'enfer. Fallait pas boire. Maintenant, l'huile d'olive, il faut que tu en boives des litres. Je veux dire, mais dans le fond, c'est ça, parce qu'il faut attendre pour plus de données sur 1 million d'affaires. Exact. Mais la seule affaire qu'on sait réellement, tangiblement maintenant, c'est que c'est ça qui nous a permis de sauver des millions de vies. Là. Exactement. Tu sais, that's it, là. La vaccination, moi, c'est ça que ça, c'est ce qu'on sait maintenant, c'est ça. Puis ça, on le sait directement. Là. Puis hélas, c'est des discussions que j'ai souvent, exemple, quand j'allais chercher mon fils à l'école quand il était plus petit. Parce qu'il y a des parents qui sont anti-vax. Puis c'est correct, là, je veux dire, tu sais, comme, ben c'est correct. Je suis pas là pour les ostiner, mais tu sais, je suis désolé, ça sauve des vies. Ouais. Moi, c'est sûr, dans mon temps, comme temps grise. Dans les années 20. Il n'y avait pas ces vaccins-là. Fait que, ma mère, il y a picote à l'école, va à l'école.
Va prendre la picote. Va l'attraper, c'est ça. La coqueluche, les maladies d'enfants. Maintenant, mon fils a été vacciné au complet parce que mon fils a 16 ans, il a eu tous les vaccins. Mais moi, sans dire que je suis pro-vax, je suis pas anti-vax, loin de là. Tu as besoin d'un traitement, fais-le. Les médicaments, si tu en as besoin, prends-les. Bon, là, on pourrait faire partir un autre débat qui durerait plus qu'1 heure et demie sur la surconsommation de médicaments. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est sûr que ça existe. Oui, tout à fait. Puis il y a des gens aussi, même l'inverse. S'il n'y a pas de médicament, je veux un médicament, je veux absolument un médicament. Puis si c'est un médecin qui ne te prescrit rien, je vais aller en voir un autre jusqu'à ce qu'il me prescrive quelque chose. Ça, c'est autre chose. Là. Ou tu sais, les interactions entre les... Tu parlais tantôt de ta grand-mère qui prend son cocktail le matin, son brunch à chaque matin. Tu sais, les interactions entre tous ces médicaments-là. Tu sais, je me rappelle plus avec qui qu'on parlait de ça. Qui disait que finalement, dans ces médicaments-là, ça se peut qu'il y en a qui ne te servent plus à rien parce qu'ils n'interagissent pas avec les autres. Exactement. Comme... Ou alors, tu sais, qu'ils antagonisent ou ils agonisent ou ils synergisent pas ou ils... Tu sais, tout à fait. Même dans l'alimentation. Il y a des médicaments qu'il ne faut pas que tu prennes, exemple, c'est écrit avec du lait ou il faut que tu prennes avec de la nourriture ou pas. Tu sais, puis les gens... Prends pas ton fer avec du lait, prends pas ça avec ça. Regardez, tiens, études cliniques, là. OK? Quand je faisais des études de bioéquivalence, on prenait tous des gars, c'était juste des gars, ce qui est débile. D'accord? Ça s'adresse à une population, OK? On prenait juste des gars. Oui, c'est débile. C'est normal, parce qu'ils voulaient minimiser les variabilités, OK? Juste des gars, en 18 et 65 ans, volontaires sains, pas de pression, pas de cholestérol, absolument rien. Tu fais ton test, all right, c'est bioéquivalent, tu sais. C'est un générique, c'est beau. Tu envoies ça à la population, après, là, c'est pas du tout ces gens-là qui prennent le médicament. Puis, tu sais, on te le fait prendre avec 250 ml d'eau, t'es à jeun, depuis 72 heures d'alcool, de machin, truc chouette. Les gens, ils prennent ça le matin, sur le tapis de gym, avec du scotch, avec du café, avec des toasts, avec de la salade. Ah, j'ai oublié mes médicaments. Ah, hier, je devais en prendre un, j'ai oublié, j'en prends 2 aujourd'hui. Tu sais, bon, à un moment donné, il faut s'arrêter, puis essayer de standardiser ça. Mais la façon que c'est fait, qui est vraiment, tu sais, by the book, dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, là. Puis pourtant, ça marche. Ça semble marcher. Mais je ne suis pas en train de dire aussi qu'il faudrait que ce soit free for all pendant les études non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais c'est pour ça qu'il faut en prendre et en laisser. Mais c'est un domaine, comme vous avez dit, messieurs, très bien, où on ne sait pas tout. Puis, surtout avec, mettons, la COVID qui est de nouveau. Là, on ne le sait pas. Là. Puis, où on s'arrête éventuellement, encore une fois, je pense beaucoup plus au sensationnalisme, hélas. Parce que là, on dirait qu'on ne sait plus quoi dire. Les vaccins, on parle de quoi? Ah, ça marche. On parle de... Puis c'est un peu ça qui est dommage, parce que moi, je pense qu'il faudrait continuer à matraquer l'information que la vaccination, overall, comme on vient de dire, c'est bon, ça sauve des vies, puis que c'est avec ça qu'on va... À l'heure actuelle, c'est les armes qu'on a. La vaccination, les thérapies cliniques qui sont utilisées. C'est pas dire qu'il n'y aura pas d'autres armes qui vont arriver. Il y en aura plein. C'est ça. C'est pas dire qu'on va pas pouvoir trouver justement un médicament alternatif qu'on utilisait pour autre chose, qu'éventuellement il va y avoir des études qui vont prouver que ça fonctionne. C'est vraiment excellent. Mais comme je vous dis, il faudrait faire les études pour ça. Oui, mais il faudrait les faire, c'est ça. Il faut développer l'argent pour les faire. Exactement. Puis est-ce que les compagnies vont vouloir le faire? Mais je lisais que ça s'en venait. Je lisais que justement, comme Oxford s'embarquait là-dedans. Oui, bien, ce serait une excellente chose, là, tu sais. Puis Oxford, les gens, puis la communauté scientifique disent, ça vient tout d'Angleterre. L'Angleterre nous disait comment faire, mais c'est eux qui ont eu les plus hauts taux de contamination, puis comme des hauts taux de mortalité et tout. Tu sais, c'est un peu comme cordonnier mal chaussé, finalement. Ouais. Mais ça. Ça discrédite pas Oxford, j'imagine. Exact. Ben, pour moi, non. C'est ça. Pour moi, non. Exact. Il y a d'hommes, il y a de l'hommerie, comme je l'ai dit. C'est comme une standardisation de protocole. Le problème avec le vaccin, c'est qu'on dirait que quand ça fonctionne, on n'en voit plus l'utilité. Tu sais, mettons ma grand-mère biologique, là, que j'ai pas connue, elle est morte de la polio, v'là 60 ans. Là, la polio, il n'y a plus personne qui meurt de la polio aujourd'hui parce que il y a des traitements, ou presque, là, mettons, ici. Bien industrialisé. Tu sais, il y a un traitement, il y a je pense que c'est un vaccin, justement. Tout à fait. Qui fait que maintenant, justement, c'est plus un danger, là, mourir de la polio, vraiment pour nous autres, là, tu sais. Mais, fait que, tu sais, c'est comme si c'était plus un danger. Fait que, mais même chose pour la COVID, j'ai l'impression que, mettons, quelqu'un qui se dit, ben là, tu n'as pas besoin de me faire vacciner, il y a presque plus de cas, c'est fini, la COVID, tout ça. Mais c'est parce que ça fonctionne. Il parlait de 75%, fait qu'on est quasiment là, j'ai plus besoin de c'est ça, c'est comme, ben... Puis je pense qu'à un moment donné, il y avait eu une hausse dans les cas de pas la varicelle ou comment t'appelles ça là. En tout cas parce que justement comme c'était de moins en moins commun, on me dit je sais pas besoin de me faire vacciner pour ça. Oui, tout à fait. C'est pas commun, puis on voit plus le danger.
Fait qu'on on se prépare pas, on fait pas attention. Oui, puis tu as d'autres pays, à l'inverse, exemple, qui vivent, exemple, avec la tuberculose. Mm-hmm. Il y en a en masse. Puis eux, ils voient les résultats de COVID qui sont, pour eux, c'est quasiment... Moi, j'ai entendu des pays dire c'est un virus de pacotille. Nous, on vit avec la tuberculose, puis comme qui est beaucoup plus contagieuse, puis dangereuse, puis comme qui nous fait rentrer à l'hôpital plus. Puis, fait que c'est ça aussi le problème, c'est de faire accepter ça au niveau mondial aussi. Mm-hmm. Encore une fois, c'est du 2 vitesses, là, les pays de la COVAX. Moi, j'ai hâte, ceux-là doivent se faire vacciner. Regardez l'Inde. L'Inde, la marde est pognée en Inde. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est le cas de le dire, Avant qu'on termine, je veux parler. Moi, je suis vegan dans la vie. Là. Puis je veux parler parce que c'est quelque chose qui me tiraille beaucoup à l'intérieur, les tests sur animaux. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, puis tu sais, il y a des affaires qui... Des fois, ça sonne là, comme un cauchemar, là, tu sais, les images qu'on a des fois. Puis est-ce qu'il y a... Parce que je suis tiraillé au niveau de quand c'est nécessaire, absolument. Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits sur les animaux? C'est juste parce que moi, j'ai entendu ça quand même, du discours de militants véganes qui disent qu'il y a des tests sur animaux qui sont faits juste parce que c'est dans la culture de recherche pharmaceutique de faire des tests alors qu'on pourrait les faire sur en labo, là, sur des cellules qui seraient semblables à celles des animaux. C'est déjà fait. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a encore qui se fait des tests pas essentiels sur des animaux? À mon avis, encore une fois, je ne suis pas toxicologue. Je fais pas mal d'études de tox, mais je ne suis pas toxicologue. Moi, je pense que non. Non? Non. Mais déjà, exemple, je sais que chez le singe, il y a carrément des sortes de singes qui ont été interdites d'utilisation, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Donc, on essaie vraiment de minimiser aussi le nombre d'espèces. Et aussi, c'est pas... Bon, vous allez me dire, des animaux, ce sont des animaux, mais les animaux de laboratoire sont élevés pour le laboratoire. C'est pas... tu sais, quand tu fais une étude chez le chien, tu prends pas des chiens errants. Non. C'est des lignées qu'on doit être capable de retrouver, justement. Il y a aussi un avantage de le faire sur des lignées comme ça, sur des lignées... c'est que tu connais vraiment la descendance complète de A à Z. Fait qu'il n'y aura pas une aberration, exemple, d'une génération qui a transporté un gène mauvais puis qui l'a fait passer à tout le monde. Fait que tu as moins de biais. Mais les cellules, c'est déjà utilisé chez les cellules. Le problème d'une cellule, c'est que c'est bien beau, mais généralement, c'est ce qu'on appelle in vitro. Le in vitro, ça marche tout le temps. Hein? Ça marche tout le temps très bien, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'autres variables. Exactement. Mais tu sais, en gros, vos cellules sont comme ça, tu sais. Puis toi, tu les asperges avec ton médicament. J'aimerais ça décrire pour les gens qui écoutent juste, qui ne voient pas. J'aurais de la misère à faire. Tu as une assiette, mettons, puis dedans, tu as un morceau de tissu, on va dire, tu as des cellules, et tu verses ton médicament, exemple, en solution, exemple, dans l'eau, directement sur tes cellules. Fait que ça rentre, entre guillemets, directement dedans. Alors que quand tu prends un médicament par la bouche, par exemple, il faut que tu l'avales. Si c'est un comprimé, il faut qu'il se désintègre, il faut que ça passe dans l'estomac. Dans l'estomac, tu as de l'acide, il y a des enzymes, tu peux commencer à dégrader ton médicament. Ensuite, ça passe dans l'intestin, ça passe à un autre pH. Tu sais, l'estomac, c'est acide, l'intestin, non. Tu as une flore bactérienne. T'as un paquet, il y a un paquet de portes que tu dois passer. Comme tu as dit tantôt, ensuite, tu peux avoir des interactions croisées, ça peut aller ailleurs. Fait en gros, tu en prends une louche dans ta bouche, puis tu en as un grain qui arrive à ta cible. Parce que ça va être absorbé dans la circulation sanguine, puis ensuite, il faut que ça voyage jusqu'à, mettons, l'endroit où tu as mal, ou l'endroit où ça doit agir. Fait que la cellule seulement, c'est pas suffisant. Tu n'as pas d'intégration métabolique. Puis même, il y a des gens qui vont dire que les souris, c'est des cellules avec des pattes. Parce que c'est pas un modèle qui est spécialement complexe, alors que pourtant, il y a des très bons modèles qu'on dit murins, souris, qu'on est capable de refaire avec... comme je disais tantôt, là, des organes humains. Il y a des gens qui vous disent qu'il y a une corrélation à peu près de 30% entre la souris et l'homme. Moi, personnellement, je trouve que non, mais ça, c'est un autre débat. Je me rappelle, j'étais dans une compagnie, à un moment donné, on avait testé un médicament sur 4 espèces animales différentes, à la même dose, pour la même indication, puis on avait 4 résultats complètement différents. Donc, c'était probablement dû aux différences animales. Puis, comme je dis, d'un médicament à un autre, regardez, exemple, vous t'as mal à la tête, tu vas prendre l'exemple d'Advil. Toi, tu vas me dire, non, moi l'Advil, ça marche pas, je prends du Tylenol. Tu sais, l'Advil, je pense, il y a des gens, ils vont prendre un comprimé d'aspirine, ils ont mal à l'estomac. Il y en a qui vont dire, moi, je peux prendre de la bouteille, ça me fait rien. Fait qu'on s'en va d'ailleurs sur de la médecine
personnalisée. On déborde de la question, là, mais on s'en va sur de la médecine personnalisée parce que les médicaments sont faits pour une moyenne de gens. Sauf que maintenant, ce qu'on veut carrément, c'est d'être capable de te donner un médicament en fonction de ton profil métabolique, de ton origine ethnique à cause de ton métabolisme. C'est ton phénotype. T'sais, exemple, les gens qui ont un phénotype, mettons, je dis n'importe quoi, qui ont un phénotype Dumbo, c'est-à-dire les grandes oreilles, tu as un grand nez. Bon, ben peut-être que cette personne-là, pour tel type de maladie, réagit différemment qu'une autre personne qui a la même maladie, mais qui a un phénotype différent. Pinocchio. Ouais. Juste un long nez, des petites oreilles. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est ce qu'on veut. Fait que je pense qu'on s'en sortira pas de le faire au niveau cellulaire avant, au niveau animal ensuite, parce que à moins que on accepte d'aller directement c'est ça, sur l'humain. Chez l'humain. C'est sûr que les cosmétiques disent que ça n'a pas été testé chez les animaux. Beaucoup. Dans les cosmétiques, maintenant, c'est écrit non testé chez les animaux. Par contre, la définition d'un cosmétique, bon, ça me fait un peu rire d'ailleurs. Non, c'est vrai, mais je veux dire, on dit que ça ne doit pas traverser la peau. Ça reste sur la peau. Parce que si ça traverse, il y a une pénétration, ça peut rentrer dans la circulation systémique. Sauf que, bon, il y a quand même des crèmes. Moi, je peux te dire, moi, mon fils, quand il était petit, je mettais des crèmes, il était allergique. Hein? Fait que, c'est pas ici chez les animaux, mais mon gars, c'était des produits de dégradation qu'il y avait dedans, là, des antioxydants. Ou des, parce que quand tu regardes finalement ce qu'il y a dans une crème, il y a quasiment le dictionnaire. Il n'y a pas juste un produit dedans. Fait que je ne sais pas encore à l'heure actuelle comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Oui, il y a l'intelligence artificielle maintenant. Là. Beaucoup. C'était la prochaine question. Je me demandais si on peut modéliser ça par ordinateur. Oui. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle maintenant, on s'en sert beaucoup pour... en tout cas, c'est quand même quelque chose qui existe. C'est relativement récent, mais déjà, il y a à peu près 20-25 ans, on faisait ce qu'on appelle un peu de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on avait des programmes mathématiques qui fonctionnaient un peu comme des réseaux de neurones. Tu nourrissais ton ordinateur avec le plus de données possible, comme ça, il pouvait te donner un résultat. Fait que plus tu lui donnes de l'information, plus il va réussir à être précis. Puis c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Fait que peut-être que... c'est pour ça qu'on appelle ça du big data. Il faut vraiment les nourrir à l'appel. Puis mettre, exemple, les interactions ou les effets secondaires de tel machin là, ou de tel virus sur telle population. Tu rentres tout. L'ordinateur va cruncher tout ça pour ensuite être capable peut-être de donner un résultat plus ou moins précis. Par contre, ce qu'on appelait à la base l'optimisation, des fois, là, on a un résultat qu'on pense être le meilleur, puis on prend un logiciel d'optimisation, on rentre toutes les manips ou les expériences qu'on a fait pour y arriver, il va te sortir autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a tort. Ça ne veut pas dire non plus que nous, on a tort. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs résultats pour la même chose. Fait que avant d'être capable, je pense, d'éliminer les animaux pour les tests de médicaments, à l'heure actuelle, je pense que ça va être difficile encore une fois. Puis si les gens ont de la misère à faire confiance à quelque chose qui a fonctionné sur un animal, imagine quelque chose qui a été théorisé par un ordinateur. Ça risque d'être un petit peu plus complexe. Merci infiniment. Ça fait plaisir infiniment. C'était vraiment super intéressant. Vraiment. C'est moi qui vous remercie. Yes, merci. Bye-bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast, et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.